Moi, je suis lesbienne, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas de parler de l'homophobie qu'avec des lesbiennes. Dire ce que je pense et faire ce que je dis, c'est ainsi que je pourrais présenter Caroline Fourest, l'invitée de cette semaine sur InPower. Parce que si vous tolérez les intolérants, à la fin, vous vivez dans un monde intolérant. Donc, il faut résister aux intolérants. Mais est-ce que ce n'est pas justement de la tolérance que de respecter la religion de chacun ? Et ça fait 30 ans que je me pose la question de comment faire en sorte qu'ils ne prennent pas le pouvoir dans ce pays. J'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui, et des fois, je suis désespérée. Franchement, je me dis, on va pas y arriver. C'est près de 60 ouvrages que Caroline Fourest a écrits ces 20 dernières années, sur des sujets aussi importants que la laïcité, le féminisme ou encore l'identité. Il y a des engagements où le raccourci est la pire des solutions, parce que vous avez l'impression d'avancer peut-être plus vite, mais in fine, vous avancerez moins loin. Parfois menacée, souvent critiquée, la parole de Caroline Fourest dérange. Et en fait, on a déformé vos propos. Vous avez sculpté une grande épée, un grand glaive, et vous vous étonnez que ce soit des salopards qui cherchent à s'en servir. Alors, j'avais envie de savoir pourquoi. Pourquoi tente-t-on de la réduire au silence, au point d'en arriver à la violence ? Comment on fait pour être arrivé à ce niveau de folie ? Sérieusement. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Vous avez été très demandée, notamment, je l'avais dit c'était Christophe de Chavannes. Et qui était le premier à nous avoir parlé de Caroline ? Je crois que c'était Raphaël Enthoven, qui est votre co-fondateur de Franc-Tireur. Et j'aimerais commencer en faisant un big up à mon psy, qui est le premier à m'avoir parlé de vous. Je vous apprécie beaucoup. Ok. Ouais, je lui avais demé à la fin d'une séance. C'est toujours bon signe, je crois, d'être aimé par les psys. Franchement, je pense. C'est plutôt un bon signe. C'est quand même des personnes qui sont censées avoir un peu de flair sur les personnes saines. Et je lui ai demandé est-ce que tu as des personnes à me conseiller pour le podcast ? Il m'a dit il faut absolument que je reçoive Caroline Fourest. Donc voilà, big up Vincent si tu nous écoutes. Caroline, on va parler de pas mal de sujets. On va parler de religion, on va parler de crise identitaire, de féminisme. Et on va peut-être ne pas être d'accord. Et je trouve ça chouette. C'est aussi, je pense, une richesse. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous présenter de la façon dont vous le souhaitez ? Oh là, quel défi. De la façon dont je souhaite. Écoutez, à l'origine, d'abord je suis devenue journaliste très jeune, parce que j'avais 20 ans. Mais j'ai toujours assumé avoir des grandes lignes d'engagement, notamment pour l'égalité. Je me suis beaucoup engagée pour le combat contre l'homophobie quand j'étais jeune, à la fois comme présidente du Centre gay lesbien et journaliste à Tétu. J'ai pas mal participé à la bataille pour gagner le Pax, puis le mariage pour tous. Mais je suis aussi journaliste de métier, et ça m'a amenée à défendre aussi tout ce qui est liberté, notamment liberté de penser, de critiquer les religions, de créer. Alors, liberté de critiquer les religions, c'est lié à mon combat pour l'égalité. C'est-à-dire qu'en ayant beaucoup lutté contre l'intégrisme religieux, pour son sexisme, son homophobie, son racisme aussi, je sais à quel point la laïcité est une protection pour l'égalité des droits. C'est pour ça que je la défends beaucoup, et je sais aussi à quel point les fanatiques, les fondamentalistes sont les principaux ennemis de la liberté de s'exprimer. Et évidemment, tout ça était se conjuguer à merveille pour me pousser dans les bras de Charlie Hebdo, qui est un des journaux pour lesquels j'ai adoré travailler, pendant évidemment une période très très intense, qui était celle notamment, mais pas seulement, de l'affaire des caricatures. Et puis après quelques années de dur labeur à Charlie, avec ce qui s'était passé, enfin c'était avant les attentats, mais ça devenait déjà très dur, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, beaucoup, à avoir envie de réaliser des rêves de jeunesse que j'avais mis de côté justement pour obtenir l'égalité des droits, résister au Front National, puis au Rassemblement National. Donc aujourd'hui, j'ai plein de vies. J'ai plusieurs vies que je tiens à mener. J'ai beaucoup de mal à essayer je ne veux pas en sacrifier une. Donc je dirige un journal, Franc-Tireur, qui, je crois, ressemble à tout ce que je viens de vous dire, qui est vraiment essaie d'être accessible et passionnément pour la raison, contre les extrêmes, avec Raphaël Enthoven. C'est pour ça que c'est normal qu'il vous ait parlé de moi, parce qu'on se voit beaucoup avec Raphaël pour le fabriquer ensemble. Et puis, en même temps, je continue à travailler sur mes projets de films comme scénariste et comme réalisatrice. Et quand vous étiez enfant, c'était quoi le premier métier que vous avez souhaité faire ? J'écoutais énormément de débats. Petite, mes parents me retrouvaient beaucoup devant Apostrophe, mais même j'avais 5, 6, 7 ans. Et je regardais énormément de débats à la télé, donc je lisais aussi beaucoup de théâtre, alors plus tard. Et je ne savais pas, comme j'avais pas des parents artistes, mais commerçants, donc j'avais pas de référent pour savoir en fait ce que je voulais faire. Il y avait pas tellement de journalistes dans ma famille, il y avait pas d'artistes, donc je savais que ça avait à voir avec le fait de parler, de débattre, de peut-être aussi créer. Donc à un moment donné, un jour, j'ai dit
je voudrais faire du cinéma. Donc, comme je ne voyais pas les autres métiers, j'ai dû dire, mais je crois que je veux peut-être être actrice. Et je me souviens qu'une de mes tantes a explosé de rire. Elle a dit, mais toi, Caroline, tu ne supporteras jamais de dire un texte que tu n'as pas écrit. Et c'est marrant parce que souvent les gens autour de vous le voient avant vous-même, parce que je ne l'avais pas vu comme ça, mais de fait, c'est pas faux. Donc après, j'ai bifurqué vers le journalisme et j'ai mis longtemps à m'autoriser à déterrer ce vieux rêve qui était aussi de faire du cinéma. Mais en fait, de fait, je n'avais aucune envie d'être actrice. Ce que je voulais, c'était être réalisatrice. Et dans le journalisme, quand est-ce que ça vous a dérangé l'objectivité apparente? En tout cas, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Un journaliste est censé être objectif, il est censé partager l'actualité, pas donner son avis. Vous, il y a depuis longtemps une composante engagée dans ce que vous partagez. J'ai vu aussi que vous avez été, je crois, renvoyée du premier journal où vous travaillez parce que vous considérez comme trop militante. Oui, donc, mais est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience et quand est-ce que vous avez décidé que peu importe ce que les gens attendaient de vous que vous soyez, vous serez celle que vous avez envie d'être? Je pense que je ne sais pas d'où ça me vient évidemment, mais je ne supporte pas l'hypocrisie. Et donc je suis quelqu'un de très très franc. Alors c'est pas pour rien si toutes mes chroniques dans la presse sont toujours appelées sans détour ou franc-parler. Je pense que les gens ont peu de temps pour comprendre la complexité du monde et que c'est leur faire perdre du temps que de faire des détours pour essayer de masquer sa subjectivité avant de les informer. Moi je préfère dire franchement d'où je parle, qu'est-ce que je pense d'un fait, d'une actualité, et puis chacun jugera en fonction de ces deux éléments. Je pense même que ça oblige beaucoup plus que de déguiser sa subjectivité. Pour avoir travaillé sur des sujets sensibles, et très délicats et très complexes, notamment comme la laïcité, je peux vous dire que j'ai moi-même énormément souffert de voir des confrères, y compris de très grands médias très respectés, être extrêmement militants sur ces sujets et déguiser leur point de vue, et donc du coup faire des articles qui sont très malhonnêtes. Et c'est un journaliste qui me déplaît, parce que je pense qu'il est justement plus malhonnête qu'objectif, alors qu'à l'inverse, c'est totalement illusoire de penser qu'un journaliste n'a pas d'idées, n'a pas d'opinion, n'a pas de sensibilité, n'a pas d'histoire. C'est totalement faux, c'est une illusion qu'on se raconte. Ce qu'on attend d'un journaliste, ça n'est pas d'être objectif au sens de n'avoir aucune subjectivité, ni aucune sensibilité, ni aucun cerveau, parce qu'en fait, un journaliste a besoin de sensibilité et d'un bon cerveau, si possible, pour analyser et être pédagogue. On attend d'un journaliste qui soit honnête. Et je pense que quand on assume d'où on parle, on se doit d'être encore plus honnête. C'est-à-dire, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça peut arriver, malheureusement, quand on écrit beaucoup, quand on prend beaucoup la parole, on peut se tromper. Mais moi, je me suis toujours tenue à ce devoir d'être plus exigeante envers moi-même que je ne le serais si je me prétendais être une journaliste qui n'a aucune opinion sur rien. J'ai une opinion, pas sur tout. Par exemple, en économie, j'ai pas d'opinion tranchée. Et c'est quelque chose qui m'est reproché parfois. Parce qu'on attend, on veut des journalistes objectifs, mais en fait, les gens de gauche veulent des journalistes qui pensent comme eux sur l'économie. Et moi, sur l'économie, je suis embêtée parce que je trouve que chaque fois que j'écoute un économiste, il arrive à me convaincre. Parce qu'en réalité, c'est pas une science, d'abord. C'est très militant, l'économie, et que ça dépend du nombre de données que vous sélectionnez ou pas. Donc, vous pouvez choisir de sélectionner quelques données, et puis on vous dit, voyez, dans cette équation, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Sauf que vous ne pouvez pas savoir si la personne n'a pas omis une donnée essentielle. Or, sur des sujets plus humains, on va dire, en tout cas plus démocratisables, comme est-ce qu'il faut plus ou moins de laïcité, est-ce qu'il faut plus ou moins de lutte contre la radicalité, enfin des choses comme ça, oui, je finis par avoir une opinion. Et qui évolue parfois. Non pas parce que je change, mais parce que les rapports de force changent. Et moi, je l'intègre dans mes équations. Je cherche toujours à essayer de proposer une synthèse qui aille dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre et, si possible, d'avancer vers toujours plus d'égalité sans nuire aux libertés. C'est à peu près ma boussole. Elle est compliquée, mais elle est assez modérée, en fait. Et c'est ce qui me guide en toute subjectivité, mais je l'espère en toute honnêteté, le plus possible. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi ce que Vincent, du coup, m'avait dit, mais que, finalement, dans vos propos, vous êtes assez modéré et que pourtant, certains et certaines vous considèrent comme radical, polémique. Je crois que c'est notamment dû dans Tir croisé quand vous parliez du coup des religions, enfin des trois principales religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam, et que vous concluez non pas que l'islam mais que l'islamisme était l'extrémisme qui était le plus violent. Et en fait, on a déformé vos propos. Mais on a toujours, la bataille
actuelle, c'est que tout ce que vous dites en tant qu'éditorialiste, journaliste, vous passez peut-être un quart du temps, voire la moitié, à essayer de vous faire une idée sur un sujet, et vous devez passer la moitié de la journée à défendre ce que vous avez dit, parce que vous êtes immédiatement attaqué par des gens qui veulent déformer vos propos. Et en réalité, moi, pendant des années, on a confondu le fait que je fâchais des extrémistes avec le fait que je sois radicale. C'était juste l'inverse. J'essayais de défendre des choses assez modérées comme l'égalité, la liberté, la laïcité, mais pour défendre ces valeurs simples, j'étais obligée de m'attaquer, de décrypter, de dévoiler et d'aller clairement froisser des groupes complotistes, intégristes, radicaux, qui, eux, manient le mensonge avec une aisance pas possible et qui ont systématiquement renversé l'accusation pour essayer de s'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, tant que je travaillais par exemple sur les intégristes chrétiens, et j'ai toujours travaillé avec la même méthode et à partir des mêmes valeurs, quand je travaillais sur Christine Boutin, sur les anti-IVG, sur les anti-Pax, des organes de presse comme Politis, Le Monde Diplomatique, écrivaient, j'ai encore les coupures, que j'étais une des journalistes les plus sérieuses du moment, que j'étais documentée, fouillée, que mon travail était indispensable. À partir du moment où j'ai commencé à travailler sur Tariq Ramadan, qui, de notoriété publique, était très proche d'un des directeurs de Politis et du Monde Diplomatique, aussi, son directeur aussi, et d'une de ses plumes, j'ai commencé à être attaquée et on a commencé à reprendre, y compris dans une presse très engagée, très militante pour le coup, des arguments qui étaient ceux des islamistes, qui étaient ceux de Tariq Ramadan lui-même. Quand j'ai démontré dans un livre de plus de 500 pages et 600 notes de bas de page à quel point il était menteur, à quel point il avait menti sur des choses graves, qu'il avait dissimulé, qu'il avait un double discours, et j'ai mis, 9 mois à me faire cette idée. Et à douter tous les matins, mais à travailler pour avoir une opinion un peu précise. Eh bien, lui, sa seule défense a été de dire quoi ? Que j'étais islamophobe, alors que tous mes travaux démontrent le contraire, et que j'étais menteuse. Alors qu'en fait, c'était juste parce que j'avais démontré ces mensonges, et donc parce que j'avais dit la vérité. Et après, il y a tous vos ennemis, vos adversaires vont se coaliser pour essayer de répéter les mêmes mantras, pour essayer de vous nuire. Ça fait malheureusement partie du jeu quand vous travaillez sur les extrêmes. J'ai un ami qui est en train de vivre exactement la même chose qu'est Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch, qui travaille sur les complotistes et qui se fait attaquer de partout. Les gens qu'il a en face disent absolument n'importe quoi sur lui et sur son travail. Rudy est une des personnes les plus rigoureuses que je connaisse, mais vous entendrez tout et n'importe quoi sur Rudy. Et juste pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que j'ai été virée de mon premier journal Transfac pour ma radicalité, en l'occurrence j'avais 20 ans, j'étais très féministe, et quand on avait un dessinateur qui passait son temps à représenter les femmes avec des gros seins, des grosses lèvres, et qui faisait des dessins ultra sexistes, j'étais la seule de la rédaction à oser le dire, alors que mes collègues, dont l'une draguait le rédacteur en chef, se gardaient bien de le dire pour garder leur place. Quand ensuite j'ai fait des papiers sur... À l'époque, j'étais très proche du mouvement pour les sans-papiers, à Saint-Bernard. J'ai fait des articles contre l'extrême droite. Et on avait un patron qui était un patron du Sud, qui avait pas beaucoup de considération pour les journalistes. Lui, il vendait un magazine gratuit pour faire de la pub. La pub, c'était ça qui comptait. Il passait voir l'étage des rédacteurs en disant « Bon, là, vous qui écrivez les petites lignes noires entre les publicités, ça va, ça se passe bien ?» Et donc, j'ai eu beaucoup de liberté parce qu'ils lisaient pas trop mes papiers. Et un jour, ils les ont lus, notamment parce que j'avais beaucoup protesté contre le dessinateur. Et ils ont lu mes papiers et ils ont trouvé que... Oui, j'étais trop à gauche, en gros. Et puis, je crois que ce qui a achevé de nous fâcher, c'est qu'en plus, un jour, ils avaient corrigé un papier que j'avais fait sur les Kurdes. Ils s'étaient trompés, j'avais critiqué le pouvoir turc qui s'en prenait aux Kurdes, et j'avais écrit un pouvoir fascisant, et ils avaient transformé par fascinant. Ils n'avaient pas fait exprès, c'était de la correction automatique, mais j'avais vraiment gueulé, et j'étais jeune, et à 20 ans, quand on a déjà engueulé le dessinateur, et qu'on tient tête au rédacteur en chef, et au patron, bah oui... Ils ont décidé que c'était terminé. Et j'en étais pas mécontente parce que je les ai attaqués au prud'homme, vu qu'ils m'avaient jamais payé correctement. Et avec ça, j'ai pu fonder ma première revue pro-choix, qui était pour la défense des droits des femmes, de l'IVG contre les extrémistes et les intégristes, et qui était peut-être un peu une ébauche de ce que je fais aujourd'hui à Franc-Tireur. Voilà, c'était un peu déjà ce que j'avais envie de faire. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement précurseur, parce que je crois que c'était au début des années 2000, donc une revue... Fin des années 90, ouais. Pour la défense du droit à l'avortement. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais pas uniquement, est-ce que vous êtes, je sais pas, découragé ? Est-ce que ce sera l'histoire juste des femmes ? On n'aura jamais complètement ce droit assuré ?
En tout cas, je pressentais qu'il serait possible de le voir de mon vivant être renversé aux États-Unis. Je l'ai même écrit dans un livre, Foi contre choix, qui est un livre qui est paru juste avant le 11 septembre 2001, qui était au moment de l'élection de George Bush Junior. Et j'écrivais dans ce livre, qui était une grosse enquête sur les mouvements anti-avortement américains et leur relais politique, donc la droite religieuse américaine, qu'au regard de ce que je voyais de leur niveau de capacité financière, de capacité culturelle à se battre, par rapport à l'état d'ailleurs aussi du réseau pro-choix en face, je craignais, et je l'ai écrit, qu'un jour la Cour suprême bascule de l'autre côté. Et que sans doute ce serait le cas du temps de ma génération. Et en fait, quand je fais le bilan ça fait quand même, je sais pas combien d'années que j'écris sur ces sujets, j'ai souvent je me suis pas vraiment trompée sur les grandes évolutions, je me suis pas trompée sur ça malheureusement, j'avais vu venir beaucoup de retours de bâton, et c'est quelque chose qui souvent n'est pas compris aussi par des gens qui ne pensent qu'en fonction des gens qui leur ressemblent, qui font de la prospective un peu presque autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont du bon côté, que ça suffit. Toutes mes alertes en ce moment, par exemple, sur le fait de ne pas aller trop loin dans l'identitarisme ou le victimisme au nom de l'antiracisme et du féminisme, qui sont pourtant deux des combats qui m'ont le plus inspiré. C'est pas parce que je le tiens pas comme ça, parce que je grandis en âge et que je deviens plus réac, plus réac, comme peut-être certains aimeraient le croire. Non, c'est parce que moi je travaille depuis plus de 20 ans sur les mouvements réactionnaires justement qui peuvent défaire ces combats et ces acquis, et que j'intègre toujours dans mon logiciel comment avancer et progresser sans les nourrir pour qu'il n'y ait pas de retour de bâton. Trop dur, qu'on ne puisse pas contrer, en fait. Donc c'est toujours dans ma vigilance. Et donc ça m'amène des fois à des positions, oui, plus nuancées ou plus modérées pour essayer de dire il faut d'abord convaincre avant de passer en force. Et donc il y a des choses où on ne peut pas prendre des raccourcis. Il y a des engagements où le raccourci est la pire des solutions parce que vous avez l'impression d'avancer peut-être plus vite, mais in fine, vous avancerez moins loin. Par exemple, si on prend le cas des droits des femmes, en quoi vous pensez qu'on serait allé trop loin aux États-Unis qui aurait généré ce retour de bâton aujourd'hui? Parce qu'au final, est-ce que c'est MeToo? Est-ce que c'est la libération de la parole qui me paraît nécessaire, qui me paraît pas sur ce dossier. Extrême? Non. Donc comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Sur la question de l'avortement, ça n'est pas parce que le féminisme est allé trop loin qu'on a un retour de bâton. C'est parce que, d'abord, la droite religieuse américaine, encore une fois, est extrêmement puissante financièrement. Et là, pour le coup, vous avez vraiment des réactionnaires qui, ayant énormément d'argent, ont mis tout l'argent dans ces causes, ont bâti des think tanks, des universités séparées, des mouvements politiques qui ont, par exemple, beaucoup travaillé la question de la nomination. Ils ont fait tout un vivier de juges ultra-réactionnaires pour potentiellement pouvoir nourrir les nominations de la Cour suprême, d'un côté, parce qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'était passé après l'élection de Reagan, où la droite religieuse américaine rentre en politique après des années de séparatisme. Ça fait des années, depuis notamment le procès du singe en 1925, où la droite créationniste, la plus religieuse, perd un procès visant à renverser le droit de pouvoir faire des universités créationnistes où on n'enseigne pas la théorie de l'évolution. Et ils décident qu'après ce procès perdu, donc un professeur gagne le droit évidemment de pouvoir enseigner la théorie de l'évolution, ça sert plus à rien de se battre. Quand arrivent des années plus tard, ils vont faire des universités séparées, ils vont se dire autant élever nos enfants de façon séparée le plus possible. Et puis arrivent les grandes conquêtes, notamment Roe versus Wade, donc l'arrêt de la Cour suprême de 1973, mais aussi avant, dans les années bien avant, l'arrêt Brown versus Board of Education, qui est un arrêt qui oblige les universités à mettre fin à la ségrégation. Et ces deux progrès immenses qui vont enrager les racistes, les antiféministes, en se disant là, ils attaquent nos universités. On ne peut plus faire nos familles comme on le souhaite, donc il faut qu'on réinvestisse l'espace politique. Et ils vont réinvestir le Parti républicain, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, qui était un parti qui avait été plutôt du bon côté sur la question de l'esclavage, contrairement aux démocrates, il y a des années, on l'a oublié, qui n'était pas du tout aussi intégriste et démagogique et intolérant qu'aujourd'hui, mais c'est parce que la droite religieuse a mis beaucoup d'argent dans le fait de bâtir un réseau qui pèse sur la primaire du Parti républicain, pour désigner des candidats dont ils voulaient être sûrs qu'ils rendraient la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire on vous met de l'argent, on fait en sorte que vous soyez gagnant à cette primaire, mais en échange, la prochaine fois que vous avez la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême, il faudra nous remercier. C'est ce système qui a défait Roe Wade. Et il y a beaucoup de présidents républicains qui ne sont pas allés aussi loin, notamment Reagan, qui a déçu beaucoup, parce qu'il a été énormément aidé par la droite religieuse, et finalement il a nommé une juge
O'Connor, qui a été beaucoup plus légaliste que militante dans le fait de vouloir défaire le droit à l'avortement, Donald Trump, lui, n'avait aucune de ces pudeurs. Lui, il remercie qui l'aide. Donc, vous lui mettez de l'argent sur la table, vous lui donnez les moyens de réaliser son rêve de président de la République, il nomme qui vous voulez à la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé. C'est extrêmement dangereux et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça ne se sait pas... Enfin, on se doute, mais... En tout cas, outre-mer, nous, en France, à part critiquer les dérives de Donald Trump, on ne se rend pas compte, je pense, des liens entre religion, politique et économie. Quand je réfléchis à la laïcité, qui est en effet une valeur fondamentale en France, ce que je trouve assez fou, au final, c'est presque une exception, en fait, mondiale. Ben oui, clairement. Et du coup... C'est compliqué parce que si je me mets à la place des personnes qui ont toujours connu une alliance entre religion et État, je peux comprendre que de l'extérieur, ils trouvent ça complètement fou que nous, on ait une démarche totalement opposée. Ah oui, quoi. mais les gens qui ont toujours grandi dans des cultures patriarcales ont beaucoup de mal avec l'égalité homme-femme. Les gens, mais donc ça, on l'a bien compris. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas s'y arrêter. Et effectivement, moi, ce qui me sidère, c'est que, alors, quand on a un peu voyagé, quand on travaille sur ces sujets, exactement comme vous venez de le dire, on sait parfaitement que cet équilibre auquel on est arrivé, où l'État est protégé du religieux et où le religieux est protégé de l'État, ça marche dans les deux sens, est une exception, en tout cas, est une rareté, et permet beaucoup de liberté, et permet aussi de protéger les minorités. D'ailleurs, le combat pour la laïcité en France, il a été pensé pour faire reculer le racisme. Et c'est quelque chose qui est aussi peu connu des générations qui ont été beaucoup plus nourries par des vidéos sur TikTok ou sur les réseaux sociaux qui leur expliquent que la laïcité, c'est l'intolérance, que c'est l'autoritarisme. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'avaler une propagande qui essaie de renverser des siècles de libération et de protection des minorités. Vous pouvez rappeler peut-être ce qu'est la laïcité et comment elle est née, comme ça on est sûr qu'on parle avec les bons termes. Bien sûr, non, mais alors quand on parle de laïcité, on fait référence à la séparation, à la loi de 1905, qui est une loi qui donc sépare l'État des églises et les églises de l'État. Et par les églises, on peut entendre aussi les religions. L'article 2 précise que l'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. Le mot « reconnaît », c'est important, c'est un mot qui dit qu'en gros, on ne doit pas instituer un culte, parce que par définition, il sera supérieur à un autre. Il sera beaucoup plus reconnu, beaucoup plus privilégié. Et c'est ce qui était le cas avant la séparation. Avant la séparation, que ce soit la période du Concordat, ou évidemment encore plus du temps de la monarchie de droit divin, les gouvernants, qu'ils soient monarques ou puis républicains, avaient une relation privilégiée avec la religion catholique et ses représentants, donc avec l'Église. Et clairement, l'Église catholique pesait sur le politique, avait un droit supérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, des politiques n'ont pas gardé, par clientélisme, l'habitude de très fortement tenir en considération les représentants du culte catholique, et puis de temps en temps du judaïsme, et puis aussi de l'islam. Ils jouent avec les marges. Mais ça reste des marges, c'est-à-dire qu'officiellement, ils ne sont pas censés financer un lieu de culte. Ils peuvent réparer un lieu de culte au titre de la préservation du patrimoine culturel, mais ça c'est différent. C'est parce que certains monuments font partie de notre patrimoine, mais ils ne peuvent pas directement subventionner des groupes religieux parce qu'ils sont religieux pour faire du prosélytisme religieux. Et franchement, on devrait tous s'en réjouir, d'abord parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils n'ont vraiment pas besoin de l'État. Je crois qu'on a beaucoup plus besoin d'argent pour du social et du culturel aujourd'hui, ou l'hôpital, mais aussi parce que par définition, la religion majoritaire serait surprivilégiée. Ce qui, encore une fois, était le cas jusqu'à la séparation. Et il a fallu des siècles, d'abord, il a fallu la philosophie des Lumières, du temps de la monarchie, pour commencer à élaborer une philosophie qui prône le droit à l'autonomie de pensée par rapport à la religion. C'est ce qui a permis aussi de défaire le fait de se soumettre à un pouvoir autoritaire comme la monarchie. Donc ça a été des siècles de philosophie, de combats intellectuels, de liberté de pensée, qui ont défait l'autoritarisme monarchiste. Puis ensuite, la monarchie a essayé de se battre pour défaire la République. La République, qui pour nous est une évidence aujourd'hui, pendant ces jeunes années, et pendant ces jeunes années, ça a duré quand même sur plusieurs décennies, voire plus, a failli être renversée régulièrement, un peu comme le droit à l'avortement aux États-Unis, parce qu'il y avait des mouvements contre-révolutionnaires, et notamment financés par d'autres États qui étaient restés monarchistes aux portes de la France pour renverser la République. Donc ça donnait lieu à des ligues, par exemple, réactionnaires et contre-révolutionnaires, qui avaient leurs philosophes, leurs intellectuels, et qui cherchaient à restaurer la monarchie. Et ce qui a permis de voter la loi de 1905
après beaucoup de tumultes. C'est notamment une loi qui a été votée au lendemain de l'affaire Dreyfus. Pour ceux qui soit ont vu le film J'accuse, qu'ils aiment ou pas Polanski, c'est pas le débat. Le film mérite d'être jugé pour lui-même. Et surtout, cette histoire mérite d'être connue. Sinon, vous lisez un livre, c'est aussi bien. Ouais, mais généralement, on l'apprend à l'école quand même, l'affaire Dreyfus. Voilà, et l'affaire Dreyfus, c'est honnêtement tout ce qu'on connaît des débats politiques et intellectuels aujourd'hui. On ne peut pas les décrypter sans connaître l'affaire Dreyfus, parce que les grandes familles intellectuelles sont nées au moment de cette histoire. Et au moment de cette histoire où on a donc un capitaine de l'armée qui est accusé d'être un traître, essentiellement ça tombe sur lui parce qu'il est juif, et que des militaires un peu racistes et catholiques estiment qu'il vaut mieux que ça tombe sur lui. Et face à son cas, la gauche va se diviser et la droite, plutôt antisémite, va attaquer. La droite antisémite va attaquer parce qu'elle défend l'armée et qu'elle est un peu paranoïaque, et parce qu'elle est antisémite et raciste. Et la gauche va se diviser parce qu'il y a une gauche qui considère, par exemple, c'est des débats qu'on peut avoir encore aujourd'hui, qu'à partir du moment où Dreyfus était un militaire, de toute façon, il était dans le camp du mal et qu'il avait tort. Donc il fallait pas le défendre. Pourquoi ? Parce que le fait d'être militaire, c'est parti de l'ordre. Pour la gauche, c'était la pire des choses au monde. Il y avait les banquiers et les militaires. Donc les militaires, c'était le parti de l'ordre, et donc c'était la droite, et donc il fallait pas défendre Dreyfus. Pire que ça, il y avait une gauche antisémite, par anticapitalisme. Il y avait une gauche qui estimait que les Rothschild, les banquiers, étaient à l'origine du capitalisme, ou en tout cas étaient le pire du capitalisme. Comme ils étaient juifs, il fallait pas défendre les juifs. Les juifs, c'était les banquiers. Alors si en plus ils étaient militaires, sincèrement, on n'avait pas à les défendre. Et je vous parle de gens, y compris de gens que les éditorialistes de l'époque, une éditorialiste féministe que moi j'aime beaucoup, mais qui était très de la gauche radicale, potentiellement anti-dreyfusarde, Séverine, dont personne n'a entendu parler, mais qui était un peu l'équivalent d'Émile Zola, qui était une éditorialiste très connue de l'époque, très écoutée. Elle a longtemps été, parce qu'elle venait de cette gauche radicale, plutôt tendance anti-dreyfusarde, et d'ailleurs c'est Zola qui l'a fait changer d'avis. Parce que Zola, qui était un journaliste à la fois très engagé et très honnête, et qui est mon modèle absolu, vous l'avez compris, c'est vraiment quelqu'un dont j'aime la vie, les prises de position et le journalisme, a eu le courage d'aller à rebours, y compris de certains de ses amis, y compris de ce qu'on lisait dans la presse, et a commencé à être alerté alors par des militants de défense des droits de l'homme, par des avocats qui avaient approché le dossier, qui avaient connu des témoins de l'affaire. Et puis petit à petit, il a pris sa plume et il a dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ce réquisitoire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et il écrit son fameux J'accuse, qui fait la une de l'Aurore et qui est un réquisitoire implacable, ne pouvant pas ne pas ébranler les certitudes sur le fait que visiblement cette affaire était un mauvais procès et qu'il fallait le réviser. Et donc, il y a une partie de la gauche, et notamment la gauche de Jaurès, qui va, revenir de certains de ses a priori en se disant « Non, mais après tout, si un homme est innocent, il est innocent. Et en plus, il est victime d'antisémitisme, il est victime de racisme, c'est intolérable. » Et ça, c'est important, c'est juste avant 1905. Parce que, suite à cette affaire, les ligues réactionnaires, religieuses, catholiques, qui ont beaucoup mené le combat contre Dreyfus, vont être balayés par une élection qui voit l'élection du bloc des gauches, où il y a toutes les gauches qui, pour la première fois, même si elles ne s'entendent pas, parce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui, mais en plus radical, de la gauche qui va de Jaurès ou la gauche de Jules Guesde, c'est pas les mêmes gauches à l'époque. C'est l'équivalent de la différence entre Cazeneuve et Mélenchon, si vous voulez. Mais il y a un moment comme ça, après l'affaire Dreyfus, où elles vont se dire après tout, il faut se débarrasser de ces ligues d'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite dont on parle, la pire, maurassienne et raciste et antisémite. Donc on va s'unir pour cette élection. Ils vont renverser ce parti de l'ordre moral. Et il y a un dossier qui les réunit tous, c'est le fait de dire il est temps d'aller vers la séparation, parce que l'Église a trop de pouvoir. Elle va avec ses préjugés, avec ses ingérences, avec ses mouvements d'extrême droite, et qu'il faut, si on veut faire reculer l'extrême droite, en gros, il faut faire reculer l'Église dans nos vies. Et donc, il faut séparer l'État des Églises. Et c'est ce qui fait que Jaurès va pouvoir faire cette loi de 1905 avec Aristide Briand, où il y a des débats à l'Assemblée qui sont magnifiques, que j'invite à redécouvrir. Vous avez d'un côté la gauche radicale qui dit non, mais il faut carrément interdire les églises, il faut interdire aux prêtres de se balader en soutane dans la rue. Et puis Jaurès et Aristide Briand. De l'autre côté, ils ont des députés en fait qui sont contre-révolutionnaires et plutôt de tendance monarchiste, qui disent mais non, mais vous êtes en train de tuer la religion. Ils disent pas vous êtes christianophobes, mais tout veut dire ça. Vous êtes des christianophobes. Vous voulez tuer le Christ. Vous voulez l'école sans Dieu, parce que l'école laïque, c'est déjà la pire des choses pour eux. Et ils font un compromis qui est à mon avis un très bon compromis, un très beau juste milieu, qui est de dire non.
On va laisser la liberté religieuse à chacun. Chacun pourra défendre sa foi, la pratiquer, et l'État même protégera le droit de le pratiquer. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'atteinte à l'État, à la République, au nom du religieux, tout ce qui cherche à s'immiscer de façon liberticide et n'a pas à être soutenu par l'État. Et en parallèle de cette séparation, ils ont mené une politique, c'était un petit peu avant, sous Émile Combes, très offensive pour fermer des écoles religieuses, qui étaient quasiment toutes d'extrême droite, anti-républicaines, qui enseignaient et la haine de la République et la haine des minorités. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ils ont été critiqués, y compris à gauche, pour avoir fait ce travail. Mais sans ce travail-là, la République serait peut-être pas debout aujourd'hui. Et alors les minorités religieuses, elles n'auraient pas les mêmes droits que les autres, tout simplement. C'est pour ça que je dis que le combat pour la laïcité, il est lié au combat pour l'égalité. Et je peux vous démontrer qu'il l'est encore aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui n'ont pas cette mémoire et veulent essayer de faire croire que c'est islamophobe, par exemple, de défendre le fait de ne pas porter un signe religieux à l'école publique. C'est sûr. En fait, ce qui est tellement complexe, je trouve, avec le sujet de la religion, c'est que en fait, on touche au sacré. Et il y a rien qui ne cristallise plus l'attention que le rapport à en fait, une forme de vérité avec un grand V. Et c'est ça que, en fait, je ne sais pas comment sortir non pas que ce soit à moi de le savoir d'ailleurs, mais c'est quand même, je pense à chacun d'entre nous d'essayer de façonner le monde de demain. Mais je me dis, la religion, c'est depuis des siècles un tel sujet de tension, de guerre. Enfin voilà, les catholiques, la guerre entre les catholiques et les protestants, c'était quand même une boucherie, alors que fondamentalement, on fait partie c'est le christianisme, il n'y a même pas tant de différence que ça. Et donc je me dis, comment on peut... est-ce que c'est réinstaller une forme de tolérance ? Est-ce que c'est réinstiller l'idée que la religion est avant tout personnelle ? Enfin, ce sont des choses qui me paraissent évidentes, parce que j'ai eu la chance de grandir dans un pays laïque. Mais je me dis, tant qu'il n'y aura pas ce rapport à... En effet, tu as le droit de penser ce que tu veux, et on ne remet pas en question le fait que tu aies tes croyances, mais de là à vouloir l'imposer aux autres, et de là à vouloir te battre... parce que, en fait, vraiment, je me dis, il y en a pas tous. Il y en a qui sont juste fondamentalement violents. Mais il y en a qui, je pense, sont convaincus, qui sont dans une forme de mission. Et qu'en fait, convertir l'autre, c'est le sauver, quoi, presque. Mais c'est bien le problème avec tous les prosélytes religieux, c'est que s'ils sont dans une forme de croyance missionnaire, de devoir absolument libérer l'autre et lui imposer ses croyances, par définition, si ce sont des croyances sacrées qu'ils ne supportent pas devoir relativiser ou questionner, le débat est très difficile. Et c'est bien pour ça que des fois, il faut mettre des limites. Parce que quand... On ne peut pas gagner un monde plus apaisé où chacun peut justement croire ou ne pas croire, croire à une foi ou à une autre sans que l'une ne l'emporte sur l'autre, sans un cadre extrêmement exigeant et philosophique et politique. C'est ça que souvent les jeunes générations ont du mal à comprendre, c'est que ça ne peut pas passer que par la tolérance. Parce que si vous tolérez les intolérants, à la fin vous vivez dans un monde intolérant. Donc il faut résister aux intolérants. Mais est-ce que ce n'est pas justement de la tolérance que de respecter la religion de chacun ? Ah mais si, mais ça, c'est fait. Moi, j'ai l'impression que la tolérance s'étiole. Mais ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut donner des exemples concrets, j'ai parlé de l'école laïque, qui vient de cette histoire, donc que j'ai rapidement essayé de vous faire revivre, mais il y a eu tout un combat très, très, très beau, d'ailleurs, autour de Ferdinand Buisson notamment, proche de Jaurès, pour faire en sorte que l'école laïque soit un lieu différent de l'école privée religieuse, ce soit justement un lieu où on apprenne le commun, la citoyenneté et l'amour de la République. Parce que contrairement à des pays qui estiment que la seule chose qu'on a en commun, c'est de vouloir gagner de l'argent, d'aller au supermarché et peut-être d'avoir le même drapeau ou le même maillot, l'histoire de la République, comme elle a dû se forger aussi contre ces mouvements d'extrême droite et monarchistes, elle a vite compris qu'il fallait un minimum philosophique commun. Ce qui ne veut pas dire que c'est un minimum. Après, chacun choisit. Le minimum philosophique commun, c'est respecter la loi, c'est comprendre ce qu'est la République, c'est comprendre ce qu'est la laïcité, et puis ensuite, chacun décide qu'il est de telle ou telle religion, ou qu'il est athée, mais il a intégré le fait qu'il ne pouvait pas l'imposer justement à l'autre. Et ça passe par l'éducation, par l'école laïque beaucoup. Donc c'est normal que l'école laïque, quand elle voit des prosélytes, par exemple, vouloir que les femmes n'aillent pas à la piscine, mais les hommes oui, et notamment pendant les cours, elles réagissent. Qu'on n'enseigne pas l'histoire sur la Shoah, parce que certains vous disent que c'est pas la vraie histoire, l'école laïque réagisse. Et que quand elle sent monter un appétit autoritaire et fanatique, elle se cabre et elle dit stop.
attention, vous entrez dans une école où vous êtes censé mettre de côté vos croyances religieuses le temps d'apprendre quelque chose en commun. Et puis quand vous serez plus grand, adulte, vous ferez vos choix. Mais au moins vous aurez eu justement entre ce que vos parents vous disent, ou ce que vos proches vous disent, ou ce que vous apprenez là où vous êtes, là où vous grandissez. On vous explique la philosophie commune du pays où vous vivez. Et après, vous devez trouver une dialectique. À vous de la trouver dans la liberté qui vous est offerte de pratiquer, etc. Et même ça, c'est vécu comme autoritaire. Et ce qui est fou, c'est que ça, c'est le jeu. Parce que les gens vont dire « Ah ben non, mais vous n'avez pas à m'imposer le fait d'avoir une philosophie. » Mais ce qui est fou, c'est que les gens qui dénoncent ça comme autoritaire ne voient pas la tyrannie des intégristes religieux qui cherchent à se faire passer pour des martyrs. C'est ça qui est fou. Pareil dans l'affaire des caricatures. On est typiquement dans une histoire où des intégristes religieux cherchent à interdire, censurer et menacent de mort des dessinateurs. Alors, au début danois, qui ont simplement voulu briser l'autocensure pour permettre l'illustration d'un album positif sur la vie de Mahomet, puis qui sont menacés de mort, et Charlie vient en solidarité. Et Charlie vient en solidarité, pourquoi ? C'est un journal satirique qui a toujours critiqué les religions, parce que Charlie vient exactement de cette histoire de la presse libre, et libre de caricaturer notamment les prêtres, les curés, ce qui a permis la séparation, ce qui a permis la laïcité. Parce que ça a permis de désacraliser des gens qui étaient les seuls à ne pas pouvoir être critiqués et de mettre tout le monde à égalité dans le débat. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi sortir de la monarchie, grâce à cette presse satirique. Donc Charlie vient de cette histoire, et quand quelqu'un se revendique d'une foi, quelle qu'elle soit, pour dire je menace de mort un dessinateur parce qu'il s'empare d'un symbole dont je ne veux pas qu'il s'empare, ce qui est une façon de se mêler de la vie des autres, parce qu'en réalité, t'es pas obligé de lire le journal que si ça te plaît pas les caricatures, tu les regardes pas, t'achètes pas le journal, mais tu n'interdis pas un journal de sortir pour autant. Et donc, Charlie était logiquement en solidarité, mais comme d'autres, mais sauf que ça s'est plus vu parce que c'est Charlie Hebdo avec ses dessinateurs danois menacés de mort, et a trouvé son ton qui était un dessin à la fois antiraciste et anti-intégriste, qui est un Mahomet plutôt sympa, qui se dit c'est dur d'être aimé par des cons à propos des fanatiques religieux, donc c'est un Mahomet plutôt du côté de la liberté. Donc c'est un dessin de Cabu qui était justement l'intelligence même de ce qu'est Charlie. Je peux critiquer le religieux, mais je n'incite jamais à la haine des individus pour leur foi. Tout était dans ce dessin. Mais on est dans une époque où il y a des gens qui sont littéralistes, qui n'ont pas de culture générale, qui connaissent pas la presse satirique, qui peuvent se laisser manipuler aussi. On leur sort un dessin du contexte, de l'intention, de qui est ce journal. De l'ADN, ouais. De l'ADN même qui l'a produit, parce qu'il y a des dessins qui veulent pas dire la même chose selon les moments, selon qui l'a fait, et selon où est-ce que c'est publié. Mais cette intelligence du contexte, qui pour moi est la bataille la plus importante de notre époque, c'est bien ce qui était en question en réalité. Ouais. Il y a vraiment une question que je me pose, je pense qu'on est plusieurs à se poser, mais c'est en fait l'interprétation de la religion. Moi, c'est plutôt ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression, après, vous disiez dans Tir croisé que quand même, si on étudie bien les trois religions, elles sont fondamentalement assez violentes. Bon, moi, de l'extérieur, j'avais l'impression que c'est quand même une volonté de vivre ensemble, que aucune n'incite à tuer. Enfin, si vous prenez les textes, c'est justement l'humain qui est atténué ensuite. Enfin, je veux dire, c'est l'humain qui l'interprète dans le sens de vouloir prendre le pire, mais c'est aussi l'humain qui peut l'interpréter autrement. Parce que dans le christianisme, il y a un des 10 commandements, c'est tu ne tueras point. Enfin, c'est quand même assez explicite. Oui, il y a tu ne tueras point, mais néanmoins, chaque fois que l'Église a été mêlée à du pouvoir politique, pendant l'Inquisition, ils ont tué au nom de la foi. Et en fait, c'est ça, moi, que je ne comprends pas. C'est comment des personnes, a priori, très religieuses, donc très attachées au texte sacré, sortent à ce point-là de ce qui leur est, entre guillemets, demandé de faire, ou en tout cas de leur ligne de conduite. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que si jamais, je pense, chacun et chacune vivait par rapport au texte sacré tel qu'il est écrit, il y aurait quand même beaucoup moins de violence. Ah ben non, si quand même, parce que d'abord, beaucoup de textes sont très anciens et donc ils sont pleins d'a priori patriarcaux, sexistes, homophobes, intolérants envers les autres foi. C'est la base quand même. Si on parle que des religions monothéistes, mais c'est valable pour les autres aussi, honnêtement, elles sont toutes nées dans des contextes très datés, où la loi c'était quand même d'imposer ses croyances aux autres, et c'était la loi du plus fort. Donc déjà, les textes en eux-mêmes, ils ont vieilli. Donc si vous êtes avec des religieux littéralistes et fondamentalistes qui veulent appliquer à la lettre ces textes-là, ça va jamais bien se finir, même pour les chrétiens.
Parce que vous trouverez, Jésus a aussi dit, je suis venu apporter le glaive parmi vous. Vous allez trouver tout et son contraire. À l'inverse, dans le Coran, vous avez une très belle sourate, qui est la sourate de la délibération, qui dit, parce qu'en fait, même pendant la période médinoise, qui est la plus politique de l'écriture du Coran, c'était un peu à contre-cœur, c'était des règles qui étaient faites pour essayer d'organiser la vie en collectivité, mais il y a écrit dans cette sourate que les hommes délibèrent entre eux de leurs affaires. Donc, qui choisit de prendre la partie la plus théocratique où le religieux sert à dominer les autres de façon politique et qui choisit au contraire de s'intéresser plutôt à la sourate de la délibération, c'est ça qui est intéressant. C'est celle de la responsabilité humaine et en fait, quand on étudie beaucoup les religions, c'est quand même 99,9% de l'histoire. Parce que la part sacrée ou réellement soufflée par Dieu lui-même, elle reste à démontrer. En revanche, ce qui est certain, c'est que les humains se racontent des histoires, croient à des messies, croient à des textes comme étant supérieurs à d'autres textes, et qu'à l'intérieur de ces groupes-là d'humains, il y en a quand même qui ont plutôt envie d'aller vers l'interprétation ouverte d'esprit, qui sait s'actualiser et qui sait être en harmonie avec les autres, et puis il y en a qui ont envie de prendre le côté sacré pour pouvoir cogner sur les autres. C'est pas très étonnant en réalité, parce que si vous proclamez que des idées sont supérieures aux autres parce qu'elles sont sacrées, par définition, vous êtes en train de donner un instrument de pouvoir potentiel à quelqu'un. C'est comme si vous avez sculpté une grande épée, un grand glaive, et vous vous étonnez que ce soit des salopards qui cherchent à s'en servir. Bah oui, mais si vous dites « ça c'est supérieur, c'est sacré, ça ne mérite aucune discussion, ça s'impose à nous parce que c'est Dieu », chaque fois que quelqu'un a un peu envie de dominer l'autre ou de se comporter de façon autoritaire sans qu'on lui reproche, il a intérêt à invoquer le sacré. Et aujourd'hui, honnêtement, je sais par exemple, ça fait vraiment des années que je travaille sur les intégristes, j'en ai très peu croisé de très spirituels, qui étaient des hommes de foi très sincères. J'ai croisé beaucoup de manipulateurs, j'ai croisé beaucoup de gens dominants, frustrés, des gens qui avaient d'énormes problèmes de frustration, notamment sexuelle, et qui trouvaient que c'était très bien d'habiller leurs péchés d'une pseudo-religiosité, où j'ai trouvé des gens qui avaient tout simplement envie de revenir à la domination masculine, parce que profondément ça les arrangeait, et plutôt de dire... Mais là, je vous parle aussi de mouvements chrétiens, par exemple les mouvements Promise Keepers ou masculinistes actuels qui se revendiquent du christianisme. Bah, c'est quand même beaucoup plus chic de dire non mais c'est pas parce que j'ai envie de dominer les femmes. Vous imaginez bien, c'est juste parce que Dieu pense l'ordre des choses comme ça. Moi, je suis très croyant. Ça passe quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, des femmes elles-mêmes tiennent ce discours. J'ai fait une vidéo récemment sur la montée en puissance des tradwives. C'est un mouvement aux États-Unis qui prend de l'ampleur. Et en fait, oui, elles citent en fait, des textes bibliques et certains hommes disent, oui, en fait, c'est la place naturelle de la femme et ça, c'est une essentialisation des genres que je trouve assez dangereuse. Mais du coup, face à ça, face à cette réalité, qu'est-ce que vous vous dites moi, je suis toujours intéressée par une forme de solution, quoi. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça ? Parce que ça me paraît utopique de me dire que les religions sont damnés à disparaître. Je pense que l'homme, avec un grand H, a besoin de croire en une force supérieure, je pense ne serait-ce que pour donner du sens à notre vie, mais fondamentalement, on ne peut pas continuer avec le danger que représente aujourd'hui, pour moi, la différence de croyance qui pourrait nous perdre. Ah mais non, mais justement, la solution la plus pacifique et la plus tolérante et la plus simple possible, c'est la laïcité, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que la laïcité, et c'est vraiment un réglage magique qui, encore une fois, a mis des siècles à être élaboré, des siècles de réflexion philosophique et de réglage politique et juridique, c'est de dire on ne va pas vous demander de changer votre religion, d'arrêter de croire si vous avez envie de croire, vous croyez exactement à ce que vous voulez, que ce soit le judaïsme, l'islam, les soucoupes, ce que vous voulez en fait. C'est pas quelque chose qu'on doit interroger. En revanche, si vous invoquez le sacré et le religieux pour menacer l'égalité homme-femme, pour menacer des homosexuels, pour inciter à la haine contre les juifs ou contre d'autres religions, eh bien vous trouverez la République face à vous. Parce que la République est garante que toutes les minorités peuvent vivre et les majorités doivent cohabiter pacifiquement et qu'il n'y a pas à menacer qui que ce soit, ni un journal, ni un dessinateur, ni un athée, ni un autre croyant, parce que vous avez votre vision intolérante de la religion. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi que la République, elle puisse donner envie, que ce soit pas que de la contrainte. Et pour ça, il faut bien qu'elle enseigne un peu ses valeurs. Et c'est aussi le rôle de l'école laïque. Et moi, mon grand regret, c'est qu'honnêtement, l'école laïque soit pas plus répandue encore, parce qu'il y a encore des villages où il n'y en a pas. Il y a encore beaucoup de familles qui ont plutôt envie d'aller dans des écoles religieuses. Mais pareil, il y a deux chemins. Soit on impose l'école laïque à tout le monde, soit on décide qu'on essaie de la rendre la plus attractive possible pour que tout le monde ait envie de mettre ses enfants là-bas. Pour l'instant, on n'y arrive pas parce que l'école laïque, elle a
toutes les missions à la fois. Elle doit enseigner ses valeurs et la République, mais en plus, elle ne sélectionne pas à l'entrée. Donc, elle a des élèves de niveaux très, très différents, qu'elle doit mener à au moins passer une étape minimale ensemble. Et c'est évidemment plus dur qu'une école privée qui sélectionne des gens qui ont déjà un capital financier et culturel, et qui donc, honnêtement, ont moins de handicap à passer. Donc, les professeurs ont moins de travail. Et du coup, les gens se disent, c'est beaucoup même, ça se passe quand même beaucoup mieux dans une école privée. Bah oui, c'est plus facile. Comment vous parvenez à échanger avec peut-être celles et ceux qui pourraient opposer le fait que, en fait, très bien, on accepte la laïcité dans notre pays. Enfin, on entend quand même aussi beaucoup ce discours. Je pense notamment à l'Iran, où en fait, on est beaucoup à élever la voix en Occident pour dénoncer le fait que des femmes, on leur impose le port du voile, et qu'en fait, eux derrière nous disent, nous c'est notre religion. C'est comme ça, et en fait, on vous laisse faire comme vous voulez, laissez-nous faire comme nous on veut. Mais ce discours que vous nommez, ça s'appelle le relativisme culturel. C'est une notion qui est beaucoup utilisée par les États autoritaires pour contester l'universalisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs de dignité minimale qui est valable pour tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur origine. Ça, c'est ça l'universalisme, c'est de dire, quelle que soit son origine, sa religion, son sexe, son genre, on a le droit à un minimum de dignité dans la vie. On a le droit de ne pas être battu, on a le droit de ne pas être excisé, on a le droit de ne pas être enfermé dans une doctrine de force. Et la différence avec ce que je viens d'expliquer, et c'est des réglages subtils qui ne sont pas faciles à comprendre. Enfin, les Iraniennes le comprennent très bien. Les Iraniennes qui sont réfugiées à Paris comprennent très très bien la différence entre être obligé en Iran de porter le voile partout, tout le temps, même quand vous ne croyez pas à cette vision extrémiste de l'islamisme, parce que vraiment la République islamique d'Iran, c'est quand même un monument et d'hypocrisie, et de sadisme, et de fondamentalisme, et de vivre dans un pays comme la France, où vous avez le droit de porter le voile dans la rue si vous voulez. Vous avez le droit de le porter, de ne pas le porter. On vous dit juste, si vous voulez passer par l'école publique laïque, qui est celle qui enseigne l'égalité homme-femme, cet uniforme ayant été pensé par des religieux pour marquer le corps des femmes, le rendre plus impur s'il se dévoile que le corps des hommes, l'école laïque est là pour essayer de vous dire non, le corps des hommes et le corps des femmes est à égalité, les cheveux des hommes et des femmes se valent. Donc c'est pas la bonne école pour vous. Si vous tenez absolument à placer votre foi au-dessus du principe d'égalité homme-femme, vous pouvez aller dans l'école privée. Et c'est évidemment pas du tout la même contrainte que de vivre dans une dictature où, encore une fois, si une seule mèche de cheveux dépasse de votre voile dans la rue, pas à l'école publique, et vous n'avez pas le choix entre école privée et publique, eh bien vous êtes battu et souvent violé et parfois tué. C'est juste pas la même chose. Et ceux qui mettent ça sur le même plan, méfiez-vous d'eux. Ce sont des gens malhonnêtes et sont des gens qui soit franchement se laissent manipuler et doivent réfléchir à deux fois, soit sont du côté des autoritaires. Je voulais revenir aussi sur la notion de courage que vous citiez avec Zola. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je trouve ça assez admirable de s'opposer à l'opinion publique par en fait foi en sa propre conviction et en l'innocence d'un homme. Ça peut être compliqué. Vous en avez fait les frais à plusieurs reprises. Est-ce que parfois vous vous êtes dit en fait je sais pas, ça va trop loin, je n'ai plus envie de subir aussi le traitement qui va avec l'alignement de mes convictions. Enfin, vous avez été battu, c'est quand même, je trouve, extrêmement violent. Et en fait, vous pourriez vous dire, à juste titre aussi, en fait, je ne suis pas là pour être un martyr. Oui, je me le suis dit souvent, franchement. Non, bien sûr, je me le suis dit souvent. D'ailleurs, il y a des fois où j'ai arrêté. Ouais. Il y a des fois où j'ai pris du champ parce que j'en avais marre. Et vous y revenez parce que c'est plus fort que vous ? Il y a vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir moi-même mieux maîtriser, c'est que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas quand je vois quelque chose de profondément injuste, exagéré, mensonger. Alors, avec les années, j'ai essayé de me dire, peut-être que tu peux de temps en temps laisser d'autres le dire à ta place. Ce serait quand même bien qu'on se partage le fardeau. Et c'est le cas, heureusement. Heureusement, il y a quand même beaucoup de vigilants et de gens qui ont ce courage. Mais quand je vois que la vague monte, que des gens relaient des exagérations, sortent des choses de leur contexte, montent le bourrichon, finissent par menacer, insulter des gens qui profondément n'ont rien fait, je ne sais pas rester silencieuse. En tout cas, ça me coûte plus. Il y a un moment, c'est organique, il y a un moment où ça vous détruit plus de ne rien dire que de vous dire je vais parler et je vais m'en prendre plein la figure. Tant pis, je vais m'en prendre plein la figure. Mais en tout cas, de toute façon, je ne peux plus
Je ne peux plus rester silencieuse. Et ça m'arrive régulièrement. Et franchement, avec le temps, j'essaie des fois, encore une fois, d'attendre 1 semaine, 2 semaines en me disant non, mais je suis pas obligée de mener toutes les batailles non plus. J'en ai mené pas mal. J'ai vraiment, profondément, je pense que la vérité surnage toujours. Finit toujours par trouver son chemin. Donc il y a une vérité. Oui, il y a des vérités sur des faits. Enfin, il y a des faits quand des gens les manipulent et les sortent de leur contexte et leur font dire l'inverse, que si vous les remettez dans leur contexte, ils veulent dire. Oui, il y a une forme de vérité, oui. Ce qu'on se disait au début, c'est donc pour certains, pour certaines, vous êtes islamophobe, et alors que vous avez un engagement contre l'extrême droite depuis le début de votre carrière, en fait. Mais même, je reviens sur le livre parce que je ne l'ai pas relevé. Vous parliez de Tir croisé. Tir croisé, pour ceux qui l'ont lu, et évidemment, c'est pas la plupart des gens qui en parlent. C'est un livre qui justement intervient après le 11 septembre 2001 dans un contexte où il y a une grosse montée d'un discours contre l'islam très violent. Et ce livre, on l'a voulu le faire avec Fiametta Wener parce que, étant spécialiste de l'intégrisme catholique et protestant, on avait envie de répondre à tous ceux qui disaient l'islam a le monopole de la violence, de l'intolérance envers les femmes, de l'intolérance envers la culture. On avait envie de leur dire calmez-vous 2 secondes. Si vous regardez, vous comparez les 3 intégrismes religieux, pas les religions. Les religions, c'est un autre. Les 3 instrumentalisations politiques du fait religieux, c'est ça l'intégrisme. Vous allez trouver des exemples d'intolérants et de violents dans les 3 catégories. Donc c'est ça, Tir croisé, hein. C'est un livre qui dit ça. Par contre, c'est un livre qui est obligé, encore une fois, par honnêteté, parce que nous, c'était ça le propos qu'on avait envie de tenir, c'était plutôt notre envie, mais à un moment donné, on est des fois confronté à des faits qui ne vont pas dans votre sens. Et on a été obligé de se poser une question, d'ailleurs que quelqu'un nous a posé au moment où on essayait de s'éclaircir les idées. On était en train de chercher tous les textes qui montraient que les intégristes chrétiens étaient aussi intolérants que les intégristes musulmans. Et puis à un moment donné, en discutant avec des amies algériennes, des amies comme Taslima Nasrin, qui a été menacée de mort depuis des années, qui est d'origine, qui est née au Bangladesh et qui vit réfugiée en Inde, avec des tas d'amis souvent nés dans une culture musulmane, on a été obligé de reconnaître. Elle nous disait, mais ouais, enfin, vous critiquez l'intégrisme catholique depuis 15 ans que je vous connais. Vous avez, alors oui, on a pris des cœurs de bœuf. Fiametta Wener, notamment pour son livre sur les anti-avortements, a reçu des menaces de mort, a reçu des cœurs de bœuf ensanglantés. Mais sincèrement, on n'est pas dans le même état de terreur que peuvent l'être des féministes iraniennes, algériennes, tunisiennes, quand elles mènent le combat contre l'islamisme. Et alors, ça me fait une parfaite transition avec le féminisme dont je voulais parler. Est-ce que ce que vous venez de nous dire, ce n'est pas justement le fondement du féminisme intersectionnel ? Parce que ça, on en a parlé un peu la fois où on s'est rencontrés, mais est-ce que ce n'est pas justement de dire on n'est pas toutes face aux mêmes oppressions et à la même réalité? Oui, parce mais que du coup, vous vous définissez comme féministe universaliste. Et si jamais vous pouvez rappeler peut-être bien sûr, différence comme alors, ça. Je vais essayer parce que c'est pareil, c'est pas évident. Le mot intersectionnel, il a dérivé. Et d'ailleurs, même Kimberlé Crenshaw, qui l'a pensé, le reconnaît aujourd'hui, qu'il y a des utilisations du mot intersectionnel qui vont à l'inverse de ce qu'elle voulait faire. Quand je crée Pro-Choix avec Fiametta Wener, et on est justement au départ beaucoup des féministes et des féministes antiracistes, vous pouvez regarder l'objet initial de cette revue, donc encore une fois c'était à la fin des années 90, on crée cette revue, nous, pour articuler les luttes féministes et antiracistes. Et puis, le combat laïque va s'ajouter. Donc l'articulation des luttes antiracistes et féministes, ça a toujours existé, en fait. Et je crois qu'on peut tous se reconnaître dans le fait qu'il y a différents degrés d'oppression, qu'il y en a qui peuvent s'ajouter, et qu'évidemment, si vous êtes victime et de la domination masculine et du racisme, ça crée un surcroît d'oppression. Évidemment, c'est un peu, c'est un peu la base, c'est un peu évident même pour toute féministe, d'où qu'elle vienne. C'est faux de laisser croire, et ça c'est malheureusement le discours de certaines intersectionnelles, de laisser croire que le féminisme avant ignorait ses réalités. Dans les années 70, dans le mouvement de libération des femmes, et j'ai beaucoup de sœurs en féminisme qui ont été militantes du MLF, ces questions se posaient, elles étaient en solidarité par exemple avec certaines, avant même le MLF, étaient allées aux États-Unis soutenir le mouvement des droits civils, et sont revenues faire le MLF ensuite. Je veux dire, dans leur trajectoire, elles étaient à l'intersection de tous ces combats déjà. C'était pas que des blanches qui se préoccupaient de l'avortement en fait. Mais aujourd'hui, il y a une réécriture de l'histoire et il y a une simplification de ces combats qui est moins liée au mot intersectionnel lui-même qu'aux personnes qui l'ont investi. Il y a un vrai problème, je pense, qui concerne et le féminisme et l'antiracisme, c'est que l'identitarisme est en train de grignoter ces combats, est en train de les simplifier, de les caricaturer, est en train de les faire dériver. Et l'identitarisme, c'est pas la soif de l'égalité. C'est la soif de la revanche, c'est la soif de l'identité. C'est pas la même. C'est pas la même chose de dire « parce que je suis une femme, je mérite ma place à une table »
Et donc, parce que tu es un homme, tu dois me la laisser. Ça, c'est typiquement de l'identitarisme, ce que j'appelle du féminisme qui utilise le statut de victime pour en fait opprimer et faire de l'abus de pouvoir. Le féminisme universaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui dit vous trouvez pas qu'il manque des gens à table, donc il faudrait une table plus grande. Et personne ne doit être dégagé de cette table parce qu'il est homme, parce qu'il est femme, parce que en raison de sa religion, de sa couleur de peau. C'est dans l'autre sens que ça marche. On cherche à lever les obstacles qui empêchent à chacun de devenir qui il a envie d'être. Et en revanche, l'universalisme n'empêche en rien, le vrai, c'est-à-dire pas celui utilisé par des normatifs, n'empêche en rien de nommer les discriminations. Et de dire, vous avez vu, il y a quelqu'un qui s'est approché de la table et l'autre l'a poussé. Mais ça, c'est de l'universalisme. Ça fait dire, non, on avait dit qu'on voulait une plus grande table et que tout le monde devait pouvoir s'asseoir. Et donc, ceux qui réduisent l'universalisme à... l'indifférence aux discriminations, c'est faux. C'est l'indifférence à l'assignation, c'est le refus de l'assignation. C'est-à-dire, c'est qu'on refuse de dire de l'autre ce qu'il est et de lui imposer. Chacun doit pouvoir s'autodéterminer. Dire s'il se sent... Par exemple, pour moi, la non-binarité, c'est totalement universaliste. Dire s'il se sent plus masculin, plus féminin, tout va bien. C'est une fluidité bienvenue. Ensuite, il faut accepter qu'il y a des règles collectives, qu'il peut y avoir des maladresses de gens qui ne savent pas qui vous êtes parce que vous-même, des fois, vous hésitez, et que donc, il faut avoir aussi un peu de tolérance et un peu de patience pour trouver le bon réglage pour les règles collectives et trouver le bon ton en société, sans être dans, encore une fois, l'autoritarisme, le fait de hurler sur quelqu'un, de le juger, de vouloir l'exclure, le bannir, l'annuler, parce qu'il n'a pas été immédiatement adroit selon vos termes à vous. Donc ça, c'est pas de l'universalisme, c'est juste de la politesse, en fait, humaine. Et un peu de générosité. Mais donc l'intersectionnalité qui consiste à dire non plus ayons un regard ouvert aux multiformes d'oppression pour essayer de les combattre toutes, est devenu le fait de dire en gros il y a des gens plus opprimés que d'autres et donc ils ont la priorité et donc les autres n'ont pas la voix au chapitre. Donc en gros vous êtes féministe mais vous êtes blanche, vous n'avez pas le droit d'être en solidarité ou de parler du racisme. Ça c'est quand même, je veux dire ça c'est des gens qui veulent se faire une place à table, on a compris, en dégageant d'autres gens. Mais je ne sais pas, en fait, en quoi ils améliorent le monde. En fait, c'est très lié au wokisme, au final. Ouais. Et comment je l'interprète, c'est qu'en fait, ces personnes ici des minorités se disent, en fait, ils ou elles ne savent pas de quoi ils ou elles parlent, et du coup, ce ne sont pas les mieux placés pour en parler. Et en fait, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve ça extrêmement dommage d'exclure qui que ce soit de par son identité, mais... Par exemple, donc moi la seule oppression que je vis vraiment c'est le sexisme, et si à un moment je dois parler de sexisme, du fait qu'un homme m'a mansplainé ou m'a infantilisé, et qu'un autre homme en face, un autre homme, et ça peut être mon copain d'ailleurs, qui me dit mais non, t'exagères, en fait j'ai envie de lui dire mais en fait t'en sais rien, parce que tu l'as jamais vécu. Eh bien oui, mais sauf que c'est là que ça devient intéressant. Ce qui devient intéressant, c'est de débattre avec cet homme et d'essayer de lui faire comprendre. C'est ce que je fais d'ailleurs, mais du coup, j'entends les personnes qui vont me dire, en fait, les hommes blancs sont très mal placés pour parler de sexisme ou de racisme, parce que, en fait, souvent, c'est même la nature des privilèges, c'est qu'en fait, pour beaucoup, ils n'en ont même pas conscience parce qu'ils n'ont jamais vécu une autre réalité. Oui, enfin... bien sûr, mais c'est une évidence que quelqu'un qui a vécu une expérience en parle mieux que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Le problème commence quand vous ne voulez du coup plus que l'autre puisse participer à la conversation. Et parce que c'est son moyen justement d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Or cette idée qu'on ne puisse pas se mettre dans la peau de l'autre, même si on ne l'a pas vécu, c'est totalement régressif. L'art, le cinéma, le théâtre, la création, tout ce qu'on fait vise à pouvoir se mettre dans la peau de l'autre, même si on ne l'a pas vécu. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire avancer le monde, les mentalités. C'est ça l'ouverture d'esprit en réalité. Donc, considérer qu'on ne peut pas partager une expérience tant qu'on ne l'a pas ressentie dans sa chair et que le débat s'arrête parce que l'autre ne l'a pas ressenti, je veux dire, à moins par exemple de violer tout le monde avant de parler du viol, on ne va pas y arriver. Il faut évidemment que des gens qui n'aient jamais subi d'agression sexuelle puissent comprendre ce que ça fait sur quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, sur le mental de quelqu'un. Pour ça, on ne peut pas commencer par exclure ceux qui ne l'ont pas vécu. Et c'est valable pour tout. Parce qu'en fait, c'est juste contre-performant. La question, c'est est-ce que vous voulez vous mettre en valeur au nom d'un traumatisme, au nom d'un parcours et d'une expérience, et être le seul à parler ? Si c'est ça, c'est la bonne stratégie. Et d'ailleurs, souvent, c'est ça, en réalité. Si vous voulez faire vraiment avancer les choses, si vous voulez faire reculer les préjugés, si vous voulez améliorer le monde, vous êtes obligé de vous confronter au point de vue de l'autre, vous êtes obligé d'accepter qu'il va essayer de se mettre dans la peau de l'autre, et même ça doit être ce que vous devez souhaiter, qu'il puisse se mettre dans la peau de l'autre. Moi, je suis lesbienne, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas de parler de l'homophobie qu'avec des lesbiennes. Je crois que d'abord, on n'a pas trop besoin d'en parler, en fait, on sait. On l'expérimente, on sait exactement où ça se situe. C'est pas la même chose, un groupe de parole, de soutien psychologique,
où là, pour le coup, on peut avoir besoin de ne pas être justement dans le débat. On n'a pas besoin de convaincre l'autre, on n'a pas besoin de l'amener à comprendre des choses qu'il ne comprend pas, on a juste besoin de parler pour se soigner. C'est pas la même chose, ça c'est un groupe de parole. Mais si on parle de l'activité syndicale, si on parle des universités, si on parle de l'arène publique et de la culture, qui est censée être l'arène où justement on pousse l'autre à se mettre dans la peau d'un autre. Si là on met les mêmes barrières que dans un groupe de parole et de soutien, alors ça devient une société qui ne peut pas avancer, qui peut juste se sectionner. Mais est-ce que vous pensez que cette société peut avancer sans une forme de discrimination positive qui, au final, vient à mes yeux juste pallier les manquements qui sont la conséquence de siècles d'oppression? Mais ça dépend de laquelle on parle. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on essaie de corriger des inégalités par des bourses, par exemple, quand on parle de l'entrée à l'université. Regardez les universités américaines. Ça coûte une fortune d'aller à l'université. Les parents sont endettés sur une génération. C'est pas pour rien que beaucoup d'élèves noirs se mettent sur avoir des performances sportives. Ils sont obligés parce que s'ils n'ont pas le sport pour payer leurs études, ils n'y arriveront pas. Vous avez deux solutions. Soit vous gardez des universités qui coûtent extrêmement cher. On parle de, 100 000 dollars par an minimum pour les bonnes, etc. Et vous rajoutez un critère de discrimination positive ethnique. Ou moi, des élèves américains m'ont raconté à l'entrée, ils sont obligés de répondre à un questionnaire. De quelle origine êtes-vous ? Est-ce que vous êtes donc caucasien ? Alors les juifs savent jamais qu'est-ce qu'ils doivent remplir, parce que si leur famille vont bien, ils remplissent pas la case minorité. Puis après, il y a toutes les cases, toutes les nuances, toutes les différences ethniques possibles, sachant que généralement, personne ne sait complètement bien sa composition, donc tout ça est très aléatoire. Et puis après, commence la concurrence. Parce que si le critère, c'est « dis-moi d'où tu viens et je te dirai si tu as le droit à être aidé », il y a toujours des gens qui se disent « Ah mais pourquoi celui-là on l'a aidé ?» Donc par exemple sur les campus américains, on a commencé à semer la division entre des élèves noirs qui étaient issus de l'immigration et des élèves noirs américains depuis plus longtemps dont les parents avaient été esclavagisés, qui venaient d'origine africaine et qui avaient subi l'esclavage et puis l'apartheid, la ségrégation. Ils se sont mis à s'engueuler pour savoir qui avait le droit en disant « Oui mais ok, toi t'es peut-être victime de racisme, mais moi mes ancêtres ils ont vécu ça, tes ancêtres ils n'ont pas vécu ça. » C'est interminable la mise en concurrence des victimes et c'est moi ce que je redoute le plus, parce que je pense que, franchement, on a des yeux pour le voir. La solidarité qu'on avait au sein de l'antiracisme a explosé sous le coup de ces revendications victimaires. On s'est mis à se demander qui était le plus opprimé pour le mettre en avant, mais du coup, les minorités se sont mis à se manger entre elles. Et évidemment, qui en profite ? Ce sont ceux qui sont partisans du statu quo, voire du retour en arrière. Alors qu'à l'inverse, on dirait, je suis désolée, que vous venez de l'immigration ou que vous ayez eu des parents qui aient subi l'esclavage ou qui aient subi la ségrégation, par définition, ça a entamé votre capital culturel, financier, ça vous a donné moins de chances de pouvoir payer ce qu'il faut payer. Donc la réalité, c'est que si vos familles ont moins de moyens, on doit pouvoir vous aider pour payer ce droit de passage à l'université. Donc il doit y avoir des bourses sur le niveau financier des parents. Mais c'est marrant parce que du coup, vous reconnaissez une forme de discrimination positive sur critères sociaux par le milieu social, ouais. Mais qui fait, à mes yeux, autant partie de l'identité que de l'origine. Non, mais c'est pas autant. Ça ne produit pas les mêmes effets. Encore une fois, moi j'ai vu tellement des gens d'un niveau de fortune que je ne pouvais même pas soupçonner se présenter comme victimes parce qu'en raison de leur identité, ça me fait tellement rire. Je suis désolée. Quand on est milliardaire ou simplement millionnaire, si quelqu'un vous fait une remarque raciste, bien sûr que ça vous blesse, bien sûr, ou une remarque homophobe ou une remarque sexiste, bien sûr que ça vous blesse, mais enfin, vous avez quand même un peu les moyens de vous en sortir. J'ai entendu une fois une jeune féministe dire quelque chose que je ne pensais pas possible d'entendre dans la bouche de quelqu'un qui fait des études, une jeune féministe intersectionnelle. Et lors d'un débat, on était quelques-unes à être assez estomaquées, de toutes origines et de tout parcours différent, mais toutes féministes. Elle nous a dit, c'est quand même beaucoup plus grave d'être violée quand on a une femme noire qu'une femme blanche. Voilà pour moi le pire de l'intersectionnel. C'est-à-dire que vous en êtes à croire tellement que l'identité compte et qu'il faut faire des catégories de victimes et des concours de victimes avec des podiums, que vous en êtes à vous dire une femme noire qui est violée, c'est quand même plus grave qu'une femme blanche. Alors non. En fait, une femme, quand elle est violée, c'est toujours grave, qu'elle soit blanche ou noire. L'agression sexuelle, qu'elle soit riche ou pauvre, ça change rien. Un viol, c'est un viol, et l'impact que ça a sur le mental et sur le corps, on peut pas faire de catégories comme ça. C'est juste monstrueux, en fait. En revanche, si on parle des violences sexistes, par exemple, et conjugales, non, c'est pas la même chose de vivre à domicile d'un bourreau et de ne pas avoir d'autonomie financière pour partir, que de gagner sa vie, que d'avoir des moyens et de pouvoir partir. Donc je pense qu'on peut très bien analyser des mécanismes dans le détail. Par exemple, on peut très bien dire le racisme n'a pas exactement les mêmes effets que l'homophobie, que le sexisme, sont des effets différents.
Et on peut chercher de la même manière à les contrer, en disant ce qu'il faut, c'est de toute façon interdire ces préjugés, en tout cas les contrer, et interdire les discriminations. Ça, c'est pour le cadre général et commun. En revanche, quand on veut donner plus de chance à certains qu'à d'autres, oui, je pense que le critère social est le plus pertinent. Parce que d'abord, encore une fois, si vous êtes dans une famille très très riche, franchement, même si vous endurez des discriminations, vous avez les moyens financiers de pouvoir les surmonter. Oui, mais alors, parce que pour moi, il y a elles sont interdites par ailleurs. Il y a un autre critère qui entre en jeu, c'est la représentation, et je pense que c'est le combat du wokisme. C'est de se dire, si on prend les filières scientifiques en France, qui aujourd'hui sont quand même beaucoup plus masculines que féminines, ou voilà, des métiers dans la tech, en fait, même si une femme qui a un capital social fait des très bonnes études, le fait qu'on ne leur laisse pas croire qu'elles ont une chance dans ce milieu-là, ou qu'il n'y ait pas de représentation, de rôle modèle dans ces filières-là, ça aura pour conséquence qu'elle va naturellement, ou en tout cas plutôt sociologiquement, s'orienter vers des filières dites plus féminines, et qu'on restera avec aussi l'inégalité salariale qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas uniquement due à une égalité de salaire volontaire, mais qui est due à l'inégalité des postes entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, il faut une forme de bourse ou de quota pour qu'on puisse mettre plus de femmes dans ces classes, pour qu'en fait, elles puissent elles-mêmes se dire qu'elles y arriveront, et que par la suite, les générations suivantes, on n'ait même plus besoin de mettre ces outils en place pour pouvoir en fait recréer une forme. Je suis vraiment persuadée que tout est sociologique, et que si les petites filles, on leur donnait pas que des poupées Barbie, et les petits garçons des Lego ou des Caplas, en fait, je suis persuadée qu'il y aurait du coup beaucoup moins d'inégalités par la suite dans les carrières. Alors d'abord, et je sais que c'est compliqué, mais on peut pas comparer entièrement la question du sexisme et du racisme sur ces sujets-là, parce les solutions que vous mettez en place vont pas générer les mêmes effets secondaires. Et si on veut être vraiment efficace, il faut arriver à dissocier les deux dossiers. Là, c'était plus sexisme et capital social. Oui, mais alors, typiquement, qu'on se pose la question... Et c'est pas la même chose aussi qui est une forme de droit à l'interrogation de la représentativité dans les conseils d'administration, dans certains secteurs d'études, et qu'on ait le droit de dire, regardez, quand même, il y a un problème, vous avez un biais dans vos recrutements, parce que par définition, vous recrutez toujours les mêmes. Ça, pour moi, c'est pas du tout la discrimination positive, ça. C'est une façon justement d'interroger le regard pour faire en sorte qu'il soit plus universel et qu'il soit moins biaisé. Ça, c'est typiquement l'universalisme, de dire, pourquoi est-ce que dans des écoles d'ingénieurs, il n'y aurait que des hommes et il y a si peu de femmes. Donc, allons peut-être être proactifs, allons chercher des candidates. Parce que le vrai problème des femmes dans ces filières, par exemple, c'est pas tellement la question d'avoir un modèle auquel s'identifier, parce qu'il y en a toujours une auquel elles peuvent s'identifier, c'est la question de la confiance en soi. Et pour moi, la vraie différence entre les hommes et les femmes, c'est pas tellement la forme des organes, bien que je veuille bien comprendre que ça a un impact. Oui, c'est le rapport sans doute à la maternité, ok, si on veut. Mais pour moi, ce qui forme vraiment la différence des genres, dans leur construction, c'est qu'on a donné confiance à des petits garçons et qu'on n'a pas donné confiance aux petites filles. En tout cas, qu'on a des modes d'éducation qui donnent plus souvent confiance aux garçons qu'aux filles. Après, il y a des garçons qui n'ont pas confiance en eux. Et d'ailleurs, ils sont féminisés, ils sont humiliés, et souvent, ils sont brisés. Et il y a des petites filles qui ont confiance en elles et qui vont de toute façon l'arracher à ce modèle-là. Mais la vraie différence pour se saisir d'une filière où il y a très peu de femmes, c'est pas d'avoir une femme que vous êtes obligé de regarder pour savoir que ça peut exister, c'est de faire en sorte d'ouvrir les représentations pour que les femmes se disent « je peux avoir confiance en moi, je peux essayer d'aller jusque-là ». Donc ça, c'est un travail d'éducation, de mentalité. Encore une fois, c'est la question du regard, c'est la question de la confiance, c'est la question de la formation. C'est des questions c'est beaucoup plus profond que des quotas. Alors on peut... Et les quotas, le problème, c'est que ça génère des retours de bâton. Donc vous pouvez prendre le raccourci du quota et vous dire « allez, il faut qu'on en soit là ». À mon avis, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'ensuite... vous allez aller chercher des gens qui vont être là sans avoir exactement le niveau ou sans être exactement aussi motivés qu'ils devraient l'être. Et donc, ils vont vite passer ou ils vont être vite servir de repoussoir pour continuer à recruter d'autres gens. Alors que quand vous travaillez plus en profondeur, en amont, on fait de dire on va être proactif auprès de candidates qui seraient vraiment parfaites pour cette filière et on va leur donner confiance pour qu'elles fassent tout le trajet, c'est durable. Vous n'avez plus besoin de quotas, après ça marche tout seul. Donc, c'est des réglages secteur par secteur, mais il ne faut pas être dogmatique en se disant les quotas vont tout résoudre. Ça suffit pas, c'est la facilité. Il faut vraiment accepter que c'est un travail en profondeur. Et je vous donne un autre exemple sur lequel je suis convaincue
qu'au contraire, ça génère plus de retours de bâton que d'effets bénéfiques. Et j'avais eu un débat assez dur avec Yazid Sabeg, qui de mémoire sous Nicolas Sarkozy était en charge de la question de la diversité, et qui venait de très grosses entreprises, de sécurité, etc. Et sa grande idée, c'était de faire en sorte que le 3e concours réservé extérieur de l'ENA, j'ai appris à cette occasion ce que c'était le 3e concours réservé extérieur de l'ENA, j'en avais aucune idée, devait être réservé à quelques candidats sur critères ethniques. On est quand même dans un pays qui est en pleine montée de l'extrême droite, déjà à l'époque, et j'avais calculé combien de candidats ça allait aider. Ça concernait, je crois, 2,5 personnes par an. Donc ça allait aider 2,5 personnes par an à rentrer dans ce concours que, honnêtement, je pense qu'il faudrait peut-être plus expliquer aux classes populaires qu'il existe déjà, parce que moi, l'ENA, quand j'étais petite, je pensais que c'était une marque de pâtes. Dans mon métier, dans mon milieu, on ne sait pas ce que c'est l'ENA. Donc c'est beaucoup mieux d'être proactif pour dire à des enfants doués, intelligents, dans toutes les écoles de France, regardez, ces grandes écoles, elles sont aussi pour vous. Et en plus, si vous venez de milieux défavorisés, vous aurez une bourse si vous vous y présentez. Là, je pense que ça aide beaucoup de gens et qu'il n'y a pas de retour de bâton et d'effet pervers. Alors que dire, vous êtes, et notamment Patrick Lezès qui portait cette mesure avec Yazid Sabeg, il se trouve que dans sa famille, il y avait eu des ministres, il se trouve qu'il vient d'un milieu extrêmement privilégié et fortuné. Quand des gens privilégiés et fortunés vont passer devant des enfants d'ouvriers grâce à des quotas ethniques dans des écoles pareilles, je peux vous dire que vous allez peut-être aider 2,5 personnes par an, mais vous allez faire gagner au moins 5 points au Rassemblement national. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais moi, mes parents, ils sont ouvriers et personne n'a fait l'ENA dans ma famille, personne n'est ministre, et moi, je suis pas pris parce que je suis blanc. Et lui, il est fils de ministre et il est pris parce qu'il est noir. À un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si on veut faire reculer le racisme, il faut réfléchir un peu. Dans ce cas particulier, je suis contente de l'avoir plutôt emporté parce que je sais à quel point le Rassemblement national se serait régalé avec ça. Et franchement, ils ont déjà de quoi, c'est pas la peine de leur en rajouter, quoi. Comment on fait pour endiguer la progression du Rassemblement national ? Parce que franchement, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de médias qui je pense, ont eu une part de responsabilité dans leur progression à force de les mettre en lumière, mais qui maintenant comprennent le danger que ça représente. Enfin, peut-être le microcosme des bulles de filtre me font croire ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de la mise en garde. Ça n'a pas l'air de servir à quoi que ce soit. On a gagné du temps. Moi, ça fait depuis 95 que je travaille sur le Front National, donc ça fait 30 ans. Et ça fait 30 ans que je me pose la question de comment faire en sorte qu'ils ne prennent pas le pouvoir dans ce pays. J'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui. Honnêtement, un jour, on écrira le livre de ce qu'il aurait fallu faire. C'était facile, c'est toujours facile après coup. Ce que je sais, c'est que réellement, beaucoup de gens ont essayé la pédagogie, de montrer qui ils sont vraiment, de montrer qui ils seront quand ils auront le pouvoir. Et qu'on a eu face à nous oui, il y a beaucoup de choses qui malheureusement sont puissantes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez de façon très puissante le fait de la mise en concurrence des travailleurs, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand des gens... Et c'est pour ça que je reviens à l'exemple de l'ENA que je vous donnais. C'est déjà tellement un sujet sensible, la mise en concurrence des travailleurs pauvres, qui ont par définition tendance à vouloir chercher aussi un bouc émissaire quand eux-mêmes sont dans la galère, que jouer à des quotas de discrimination positive ethnique, c'est être à peu près sûr de mettre le feu. Donc c'est déjà ça qu'on a évité, tant mieux. Mais par contre, chaque fois qu'on entend des discours, en tout cas aux États-Unis, c'est ça qui a fait le lead Trump, donc il faut bien se poser la question. Une grande partie des classes défavorisées blanches américaines ont aussi voté pour Trump parce qu'ils ont eu un rejet très fort de la gauche démocrate privilégiés qui n'avaient plus de discours vis-à-vis d'eux, n'avaient plus de discours contre les inégalités sociales, ne parlaient plus tellement de projets économiques qui leur laissaient espérer une amélioration de leur niveau de vie, mais par contre passaient toute leur journée à faire du clientélisme identitaire et à dire qu'en gros, des gens qu'ils trouvaient eux très privilégiés, très riches, étaient plus victimes qu'eux parce qu'ils étaient non blanches. Ça a énormément aidé Trump. C'est aussi pour ça que je suis critique sur le wokisme, parce que j'ai réellement, sincèrement peur que ce soit la goutte d'eau qu'on n'arrive pas à maîtriser par rapport à ce qui déjà fait le jeu du Rassemblement national par tous les biais. Parce qu'après, on a des problèmes concrets. C'est-à-dire qu'il y a le fantasme, et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a réellement un problème à faire appliquer certaines lois, que quand l'État ne peut pas entièrement, par exemple, contrôler le retour aux frontières, ça aide le Rassemblement national, qu'on a réellement un problème de séparatisme dans ce pays et de montée de l'intégrisme, et que quand l'État, la nation est frappée par toute une série d'attentats, ça aide l'extrême droite à monter. Et que si en plus, quand on sait qu'il y a réellement ces problèmes de fond,
On joue encore une fois à faire croire que le problème prioritaire, la vraie inégalité qui mérite d'être aidée en priorité, c'est pas de trouver du travail pour tout le monde ou de faire en sorte que le pouvoir d'achat se stabilise, puisse surmonter l'inflation, mais c'est de trouver des quotas ethniques pour les universités de gens très privilégiés en fonction de leur couleur de peau. On va pas y arriver en fait, ça va déraper. Et les discours qui sont tenus aujourd'hui, parfois au nom de l'antiracisme, moins du féminisme et beaucoup au nom de l'antiracisme, il faut vraiment n'avoir jamais travaillé sur l'extrême droite ou ne pas du tout avoir peur qu'il passe. Des fois, moi quand je les entends, je me dis ces gens ont envie de ça en fait, c'est pas possible. Et des fois je suis désespérée. Franchement, je me dis on va pas y arriver, on peut pas toute notre vie, moi ça fait 30 ans, vous me demandiez si des fois j'en avais marre d'aller tenir des positions qui génèrent beaucoup de remous. Il y a des jours où je suis obligée de me dire mais qu'est-ce qu'il leur faut en fait ? Il faut qu'ils les expérimentent pour comprendre ce que c'est. J'ai pas envie de voir ça de mon vivant, mais je le vois bien arriver par contre. Et vous avez essayé d'en parler avec, si on prend le cas des antiracistes, des personnes qui tiennent... Voilà, vraiment de manière fervente cette position, d'en parler même pas en plateau télé où au final c'est très scénarisé, mais en off pour essayer de comprendre, parce que au final vous souhaitez la même fin, c'est juste pas forcément par les mêmes moyens. J'aimerais croire, et pour certains je pense que oui on souhaite la même fin, la même finalité, pas tous, je crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui sont pas dans la recherche d'essayer d'améliorer le monde. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui veulent améliorer leur situation à eux. Et qui sont pas des militants en fait, au sens noble du terme. Je pense que ce sont des gens qui sont très opportunistes. Je peux parler avec les gens qui sincèrement sont animés par la croyance que ça peut aider. Je peux pas parler avec des gens qui cyniquement exploitent ces thèses-là et ces causes-là pour se faire une place au soleil, en se fichant pertinemment de savoir si ça va gonfler les voiles du racisme, du sexisme et du Rassemblement national. Après, il y a des gens qui veulent pas aussi. Je vais vous donner juste un exemple tout à fait au hasard dans ce que moi je considère un monde un peu cynique et qui parfois me désole. J'étais sur un plateau de télévision avec Lorraine Bastide, qui parlait de son podcast, qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Tant mieux pour Lorraine Bastide. Et donc, elle était sur le même plateau que moi et quelqu'un lui disait « Vous avez invité Alice Coffin, Anne Hidalgo, etc. » Et puis elle a interrompu la journaliste qui lui disait ça. Elle me disait « Oui, vous citez que des femmes blanches. C'est bizarre quand même. » Et moi, je me suis permis de lui dire, mais est-ce que les féministes universalistes, on peut être invités, par exemple, dans ce podcast ? Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas invitée dans un podcast comme La Poudre, vous imaginez bien. En gros, elle a répondu que non, elle préférait inviter des femmes musulmanes et noires, et pas des féministes blanches. Ça n'a pas été montré, cet extrait n'a pas été passé, il a été coupé au montage, je le regrette. Moi, j'aurais aimé que ce moment soit vu. Et on a eu un début d'explication en coulisses, parce que je me suis permis de lui dire que, en fait, c'était pas elle de définir qui j'étais. Moi, j'étais lesbienne radicale, j'avais mené le combat contre l'homophobie, je m'étais fait casser la gueule au cri de sale pédale par l'extrême droite, et que donc expliquer que j'avais pas le droit d'intervenir, ou qu'en tout cas on n'allait pas m'inviter dans un podcast féministe parce que j'étais blanche, fallait me laisser quelques minutes pour le digérer. Mais que je trouvais ça extrêmement violent en fait. Et je me suis aperçue que Lorraine Bastide ne comprenait pas ce que je lui disais. Elle s'est excusée de m'avoir offensée, de m'avoir fait de la peine. Mais vous voyez, là il y a un problème, c'est qu'on parle pas le même langage. Je lui parlais pas d'émotion. Je lui parlais vraiment d'un différent de fond intellectuel. On ne peut pas juger les idées des gens sur leur couleur de peau et pas sur leurs idées. On ne peut pas refuser les idées des gens sur la base de leur couleur de peau. C'est pour moi exactement l'opposé du monde pour lequel je me bats. Et si on appelle ça de l'antiracisme, alors effectivement on n'a plus le même langage. Parce que c'est exactement pour moi le contraire. Mais après, encore une fois, je pense qu'il y a des problèmes de confusion intellectuelle, il y a des problèmes de mauvaise foi, et il y a aussi des problèmes... lié tout simplement au fait que des gens n'ont pas envie d'aller débattre réellement de ces sujets. Ils veulent simplement se faire une petite place au soleil pour eux, grand bien leur face. S'il y a un public pour ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, je comprends la démarche, je pense, de Lorraine Bastide qui est de dire j'ai envie de visibiliser des personnes qui ont été invisibilisées jusqu'à présent. Je pense que c'est plutôt ça. Mais en fait, de se dire on parle qu'entre personnes convaincues, on pense toutes la même chose, on est toutes des féministes intersectionnelles, ça, je trouve ça dommage parce que du coup... c'est pour moi l'écueil dans lequel on est en train de tomber, notre génération, c'est qu'on est uniquement face à des contenus dont on est déjà convaincu. Et je trouve que c'est hyper sain au final parfois de se confronter à des opinions différentes. Ouais, mais c'est surtout... Ne serait-ce que pour nourrir notre propre opinion, de réfléchir. Et encore, je veux dire, quand c'est le pire de ce sectarisme, c'est pas tellement seulement d'être entre soi, c'est que de finir par croire, et c'est ce qui moi me choque le plus, que quelqu'un qui simplement a une philosophie légèrement différente, et notamment universaliste, c'est quelqu'un de réactionnaire, d'extrême droite, d'islamophobe, simplement parce qu'on est quelques-uns à tenir encore une fois à cette philosophie universaliste et laïque. Et dans ces cas-là, je vous assure qu'on a envie de dire à ces personnes, mais tu sais...
c'est pas grâce à des gens comme vous que le RN il est pas encore passé au pouvoir. Et le jour où il sera au pouvoir, c'est les gens comme nous, après qui ils viendront. Parce qu'ils savent très bien qui c'est qui leur résiste. Et ils savent très bien que des gens comme vous, ils s'en régalent. Ils s'en régalent parce que la grille de lecture identitaire, c'est le même monde qu'eux. C'est le même langage qu'eux. Quand on a placé le débat d'idées à ce niveau-là, celui uniquement des identités, et qu'on n'est pas capable d'aller au cran du dessus, eh bien en réalité, c'est exactement le niveau bas de plafond auquel l'extrême droite voulait nous amener. Et une fois qu'on a dit je préfère la parole des gens en fonction de leur identité, et ceux qui sont d'une autre identité n'ont pas le droit de parler, parce qu'ils ne sont pas de la bonne identité, l'extrême droite arrive et dit « mais moi, ce monde me va très bien ». Je pense exactement pareil, simplement on est plus nombreux. Donc c'est quand même normal que ceux qui sont plus nombreux parlent un peu plus. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, et ça me paraît être le bon moment, c'est la cancel culture. Parce que du coup, d'une certaine façon, peut-être que par certaines féministes, vous avez été cancel. C'est un vrai danger, en fait, je trouve, parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu dans Koh-Lanta, quoi. À la fin, il n'en restera qu'un. Du coup, on n'ose plus rien dire. Je crois que c'est Raphaël, justement, qui disait dans notre podcast que, en fait, parce qu'on a dit quelque chose, aujourd'hui, on va être résumé à l'idée qu'on a partagée. En fait, émettre une idée ne définit pas notre croyance, notre identité, notre idéologie. Donc, comment est-ce qu'on peut passer au-delà de ça ? En fait, moi, pour être en plus sur les réseaux sociaux, parfois je me pose la question, est-ce que je dois prendre la parole là-dessus ? Est-ce que ça va pas être mal interprété ? Et en fait, je me dis toujours, dis-le, parce que sinon, tu tomberas dans le piège de ne plus rien dire. Et comme mon but, moi, c'est quand même d'essayer de faire bouger les choses à mon échelle, je vais quand même. Mais je me dis, un jour, ça m'est déjà arrivé, certaines pensent que je suis transphobe parce que j'ai osé dire femme au lieu de personne menstruée. Et je me dis, putain, c'est dommage parce que, en fait, c'est vraiment déjà déformer mes propos. On veut a priori toute la même fin. Et encore une fois, juste parce qu'on passe par des moyens différents, on va peut-être dévaloriser ma démarche. Enfin bref, essayer de me dire, mais comment est-ce qu'on peut peut-être essayer de faire progresser le débat pour qu'on ne réduise plus une personne à un propos. Je pense que c'est même pas une histoire de deuxième chance, mais c'est plus une histoire de ne pas réduire un propos à une personne. Alors, déjà, on a essayé de dire qu'il fallait pas réduire le débat à l'identité des gens, qui s'intéressaient à leurs idées. Donc si, c'est intéressant de ce débat, de pouvoir juger les gens en fonction de leurs idées, mais de leurs idées, pas d'un bout de phrase sorti de son contexte, à qui on fait dire soit l'inverse de ce qu'il voulait dire, soit quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Et donc là aussi, ça demande encore une fois le sens du contexte, puis un peu d'intelligence et un peu de patience et un peu de générosité. Si on veut vraiment s'intéresser aux autres, si on veut vraiment être tolérant, il faut avoir la patience de s'intéresser à la complexité de leurs propos. Donc ça peut pas être une demi-phrase sur Twitter et je surréagis en moins de 4 minutes parce que j'ai vu qu'une meute prenait en chasse quelqu'un et que je me suis dit tiens, c'est sympa, il y a une meute, il y a quelqu'un, j'y vais, puis je me mets du côté des plus nombreux. Et ça, je pense que on revient un peu à Dreyfus, parce que pareil, soit on a un modèle qui est de se dire il a fallu un Zola pour arrêter la meute, soit on a grandi sur les réseaux sociaux et on se dit je vais attendre de voir de quel côté part la meute et puis je vais suivre. Parce que comme ça, j'aurai pas trop de problèmes. Et la réalité, c'est que c'est très dur de grandir avec les réseaux sociaux. C'est plus facile quand on a grandi avant. Parce qu'on s'est forgé déjà une forme de colonne vertébrale et qu'on sait que les meutes, ça sent toujours mauvais. Alors que quand on a grandi avec, on a déjà en fait appris à se dire fais attention à ce que tu dis, mesure tes propos, ne parle pas si tu vois quelque chose d'injuste. Oui, mais attention, te mets pas au milieu. Il pourrait te mordre toi. Honnêtement, je pense vraiment que les gens qui feront des grandes vies et qui pourront être fiers d'eux à la fin de leur vie sont ceux qui accepteront de temps en temps de dire non à la meute. Et en l'occurrence, vous imaginez bien être capable d'être pris en chasse et traité de transphobe parce qu'on a dit le mot femme. À un moment donné, comment on fait pour arriver à ce niveau de folie ? Sérieusement. J'ai été présidente du Centre gay lesbien et j'ai fait l'articulation aussi des luttes entre homo et trans. Et mes copines de l'ASB notamment, qui était une association à l'époque, donc on parle des années 90, qui se battaient contre la transphobie de l'époque, pas la transphobie d'aujourd'hui, la transphobie des années 90. Ça veut dire qu'une de mes amies qui était la présidente de l'ASB, quand elle faisait des signatures de livres, les gens venaient la toucher parce qu'elle racontait son histoire, et ils lui touchaient le bras, lui touchaient les cheveux et lui disaient « je peux toucher, c'est des vrais ». Voilà, ça c'était la transphobie de l'époque, et puis je parle pas évidemment des gens battus, des gens assassinés, et ça existe encore aujourd'hui. Donc la violence contre les trans, elle est immense. Elle est une des plus fortes qui existent. Ça ne sera jamais une excuse pour se mettre à menacer, avec des fois dans des clips avec des kalachnikovs, de mort, des gens qu'on désigne comme TERF, qui pour moi est un mot qui signe une très grande violence, là aussi. Ça veut dire qu'on veut mettre à mort des gens. On fait croire que ce sont eux qui vous excluent, mais on met dans ce mot
toute personne, notamment qui dit juste le mot femme, enfin c'est de la folie. On s'en prend d'ailleurs souvent à des lesbiennes, à des féministes, pas du tout aux vrais transphobes. Les vrais transphobes, ils sont pas en train de se faire traiter de TERF et ils sont pas menacés de mort dans des vidéos sur Internet. Il y a quelque chose de très triste parce qu'en fait, il y a toujours ce phénomène quand on est minoritaire. Il y a toujours un moment où on a tellement encaissé de choses qu'on n'arrive plus en fait à avoir la force de se battre contre les vrais ennemis, les vrais méchants, les vrais violents en face, et on finit par taper juste à côté. On a besoin de cracher la rage, on a besoin de cracher ce qu'on a subi, mais on le crache sur la personne juste à côté, qui se trouve juste être une féministe, et avec qui on pourrait parler. Parce qu'au fond, on veut à peu près le même monde. Et voilà, c'est les problèmes aussi des accusations en phobie. Et encore une fois, j'ai mené le combat contre l'homophobie, mais quand on traite quelqu'un d'homophobe, ça désigne quelqu'un qui, sincèrement, dans sa psyché même, ne peut pas concevoir de tolérer l'homosexualité et veut profondément enfermer ou discriminer quelqu'un parce qu'il n'a pas la même sexualité que vous. C'est un mot très fort, phobie. On ne peut pas l'utiliser à tort et à travers, encore une fois, juste parce qu'une féministe universaliste pense que le mot femme reste utile pour notamment mener le combat féministe, ou pour désigner un laïc ou une laïque qui pense que l'intégrisme religieux sexiste, transphobe, homophobe, antisémite, c'est un problème. Attention à l'usage des mots. Quand on les banalise, moi, ma grand-mère me racontait que l'histoire du loup qu'on devrait raconter à tous les enfants, quand on crie au loup une fois, 2 fois pour faire une blague alors que le loup ne vient pas, le jour où on crie au loup et qu'il vient vraiment, personne n'a plus peur, personne ne se défend. Et crier à transphobe ou islamophobe à longueur de journée face à des gens qui ne sont pas des ennemis, et qui sont au contraire plutôt des alliés, avec qui on a simplement des différences de compréhension ou des nuances, c'est le meilleur moyen de se diviser, c'est le meilleur moyen de s'affaiblir. Et le jour où les vrais transphobes, les vrais musulmanophobes, qui est un mot beaucoup plus précis qu'islamophobe, c'est-à-dire phobique envers les musulmans, ce qui est du racisme, où les vrais salopards seront en position de prendre le pouvoir, on sera tous divisés. Et on aura passé beaucoup de temps à s'auto-exclure, à s'annuler, on aura empêché des films de se créer, on aura empêché des pièces de théâtre, puis on sera bien malin, parce qu'on n'aura plus de culture, on n'aura plus d'alliés, on n'aura plus de force, et certains n'auront même plus envie de se défendre. C'est fou, parce que j'ai l'impression que ce sont les personnes qui critiquent les amalgames qui parfois en font le plus. Ah ça, j'ai bien cette impression aussi. J'ai quelques dernières questions pour vous, un peu plus légères on va dire, mais tout aussi intéressantes. S'il y avait une ressource, ça peut être un film, un documentaire, un livre, qui vous a marqué et que vous avez envie de recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ? Un des films, mais là je vais vraiment l'air d'avoir... parce que c'est un film qui peut pas se partager, je crois, tellement que les nouvelles générations. Parce qu'un des films, moi, qui m'a appris l'antiracisme, je crois, c'est Elephant Man. C'est un film en noir et blanc, il est très 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 vieux, je sais même pas si on peut encore le trouver, mais qui est l'équivalent de... C'est l'histoire de quelqu'un qui a un visage un peu déformé et un peu monstrueux et qui fait peur, et ça dit tout justement sur la question de la différence. Et aujourd'hui, les jeunes générations ont même plus besoin de ça. Elles baignent dans l'antiracisme. Honnêtement, c'est pas ce dont elles ont le plus besoin. Elles sont naturellement tolérantes. Elles sont pas toutes. Il y en a qui sont justement en réaction, mais beaucoup le sont. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, une œuvre qui vous donne de l'émotion, aujourd'hui, il y en a plein. Mais des lieux pour essayer d'apprendre à se méfier parfois de ses émotions, pour continuer à réfléchir et à être nuancé et à essayer de justement faire rentrer dans son équation autre chose que suivre une meute, la meute de ses amis, pour se singulariser un peu et se dire, est-ce que c'est mes amis, ils sont nombreux, ils sont très vocaux, mais est-ce qu'ils vont dans la bonne direction ? Ils ne sont pas en train de crier contre quelqu'un qui mérite pas qu'on lui hurle dessus. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'œuvre qui parle de ça. Il y a Franc-Tireur. Il y a Franc-Tireur, je n'osais pas, mais ouais, si. C'est ce voilà, comme ça je le dis, je le mettrai dans les notes. Franc-Tireur, sérieusement, en plus, on le fait, on aborde dans la rédaction... on a aussi beaucoup de jeunes journalistes, on a même des jeunes journalistes qui sont plutôt woke, et c'est normal, ils ont l'âge de l'être. Et je l'aurais été, si j'avais eu 20 ans, j'étais woke moi aussi à 20 ans, on disait pas ça à l'époque, c'est normal. Mais on essaie justement, on a ce dialogue tout le temps dans la rédaction, entre générations, pour essayer d'arriver à écrire des papiers qui nous satisfassent tous, dans le côté, vraiment on veut que ça avance, on veut plus d'égalité, mais pas au détriment des libertés, et on essaie de le dire le plus clairement possible, le plus franchement possible, en assumant d'où on parle, avec un style un peu mordant, un peu agréable à lire, parce qu'on sait qu'aussi ça fait beaucoup de sujets, ça fait beaucoup de polémiques, et que tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser en détail à tout ça. Donc ouais, lisez Franc-Tireur, on bosse pour ça en fait, on y croit vraiment. Si jamais vous pouviez entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? J'aurais dû réfléchir à ça, puisque je savais en plus que... Vous savez que vous avez été recommandé vous-même.
Sans hésiter, parce qu'en plus je viens de voir l'exposition à Beaubourg hier soir d'un livre que je suis très très fière de lui avoir un peu suggéré, pas suggéré parce que c'est elle qui a trouvé évidemment l'héroïne dont il s'agissait, mais c'est Tania de Montaigne. Tania de Montaigne pour son intelligence, Tania de Montaigne pour tout ce qu'on peut partager aussi de refus de l'assignation. Et Tania a écrit un livre dans la collection que je dirige avec ma compagne Nos héroïnes chez Grasset, qui s'appelle La vie méconnue de Claudette Colvin. Parce que le principe de la collection, c'est qu'on a demandé à des écrivaines de redécouvrir des personnages féminins oubliés par l'histoire. Et quand j'ai demandé à Tania à qui tu penses, elle a eu immédiatement l'inspiration. Elle m'a dit je pense à Claudette Colvin parce que c'est la première femme qui ne s'est pas levée dans un bus pour laisser sa place à un blanc bien avant Rosa Parks et qu'elle a été effacée de l'histoire et que personne ne connaît son nom quasiment. Et ce qui est fou avec ce livre, comme quoi au fond on peut toujours renverser les invisibilisations et les silences injustes, Tania a écrit un livre magnifique, le texte est sublime, sur son histoire, ce qui lui est arrivé, pourquoi elle n'a pas été retenue par le mouvement des droits civils aussi. Et ce livre est devenu une pièce de théâtre, ce livre est devenu une bande dessinée, et aujourd'hui ce livre est même une exposition en réalité augmentée à Beaubourg qui est bouleversante, qui est à la fois un exploit technique et en même temps portée par la force simple mais d'un texte aussi beau. Et c'était émouvant parce que à l'inauguration, il y avait la sœur de Claudette qui a fait le voyage des États-Unis, qui a pleuré en voyant cette exposition. Parce que même aux États-Unis, le nom de Claudette Colvin n'est pas très connu, et qui était bouleversée de se dire, tiens, il y a en France, de l'autre côté de l'Atlantique, des gens, et en l'occurrence, c'est Tania, qui ont eu l'intelligence de penser à cette histoire et qui ont su la raconter. Vraiment, courez lire ce livre, c'est génial, voir cette exposition. Voilà, on a plus qu'un livre à voir finalement. Ouais, et invitez-la, et vous verrez pourquoi. Ok. Je vais vous poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie ? Être qui l'on est. Vraiment, c'est-à-dire apprendre à se connaître, déjà, apprendre à savoir ce qui vous rend heureux, apprendre à reconnaître ce qui n'est pas tolérable ou ce qui vous rend infiniment, infiniment triste, et voilà, et trouver votre chemin pour que personne ne vous empêche de devenir qui vous voulez être. Génial, c'est un peu le principe du podcast, donc je suis totalement alignée. Merci beaucoup Caroline pour cet échange hyper enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur votre travail, vos ouvrages, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige ? Alors, peut-être sur mon blog, où je pense qu'il y a mes livres, mes films. Vous pouvez aussi voir le film Sœurs d'armes, qui est le premier film de cinéma, avec Camélia Jordana, Mira Casar, Esther Garel, Maya Sansa et d'autres. Et puis, encore une fois, le journal Génération offensée. Ça parle de tout ce qu'on s'est dit chez Grasset. C'est en poche, en plus maintenant c'est pas cher. Je listerai tout ça dans les notes du podcast. Je mettrai aussi votre Instagram si jamais les personnes qui nous écoutent veulent vous envoyer un message. Et puis j'espère à bientôt. Merci Caroline. Merci à vous.